On va écouter parce qu'il y a l'arrivée des débatteurs sur le cours Philippe Chatrier, non pas pour un match de tennis. Ils appellent ça le jeu décisif. C'est un grand débat qui est organisé donc effectivement par le MEDEF, animé par Apolline de Malherbe, que vous connaissez si vous suivez BFM TV bien évidemment, parce que c'est l'interview politique le matin à 8h30. Et donc, dans ces rencontres des entrepreneurs, Marine Tondelier, Gabriel Attal, Fabien Roussel, Jordan Bardella et Bruno Retailleau vont débattre entre eux des solutions à trouver pour le pays, des solutions économiques et des solutions aussi politiques, puisque on va plonger dans une crise. Alors, est-ce qu'on aura des balles neuves, des idées neuves? C'est ce que l'on verra. Dans tous les cas, voici les impétrants qui prennent la pause pour la photo avant ensuite de débattre. Ça ressemble quand même beaucoup à un débat présidentiel. Regardez cette image. Intéressant de s'y appuyer quand même. Il y aura des candidats à l'élection présidentielle parmi ces vous nous diriez qu'on est à quelques minutes d'un débat avant premier tour d'élection présidentielle. Vous pourriez prendre les mêmes. On pourrait se dire qu'on est. Peut-être Manuel Bompard qui serait remplacé par Jean-Luc Mélenchon, mais les autres, oui. On est quasiment, regardez, on pourrait se dire, on est en février-mars 2027. C'est très intéressant parce qu'il faut aussi leur demander à tous quelles sont leurs solutions. Si François Bayrou, ce n'est pas le bon plan, mais quel est leur plan? Et il va falloir demander ça aussi à Marine Tondelier, à Manuel Bompard, à Jordan Bardella. Alors on va les écouter. Chacun, normalement, dans ce débat, chacun va se présenter ou mettre en lumière la situation du moment en 5 minutes. Et puis ensuite, les débats commenceront, les questions d'Apolline de Malherbe. Et vous allez suivre ça, bien sûr, en direct sur BFM TV. Voilà, c'est Apolline de Malherbe qui maintenant va prendre le relais. C'est inédit. Allez-y, Apolline. Et bonsoir à tous. Très attendu ce débat. C'est un véritable débat des présidentielles avant l'heure, j'ose le mot, parce que chacun de vous, si une campagne commençait demain, qu'elle soit d'ailleurs pour les législatives ou pour la présidentielle, vous seriez sans doute soit celui qui l'incarne, soit celui qui porte cette campagne. La rentrée politique et économique, elle se joue maintenant, elle se joue ce soir. Quand le MEDEF m'avait proposé, Patrick Martin, d'animer ce débat avec les chefs de parti, j'ai bien sûr dit oui, parce que je me suis évidemment tout de suite dit que c'était inédit, et je crois que ça l'est, de vous voir, les représentants des 6 partis, ensemble débattre. J'ai mesuré immédiatement le poids politique de cette rencontre, mais, je vais être tout à fait honnête, je n'avais pas imaginé que ce serait aussi aigu, aussi vital, j'allais dire, évidemment, dans le contexte actuel. Bonsoir, Jordan Bardella, Bruno Retailleau, Gabriel Attal, Marine Tondelier, Fabien Roussel, Emmanuel Bompard. Vous êtes le président du Rassemblement national, le président des LR, le secrétaire général de Renaissance, la secrétaire nationale des écologistes, le secrétaire national du Parti communiste français et le coordinateur de la France insoumise. La France peut-elle rester dans le jeu ? Voilà le thème du débat ce soir. Alors d'abord, nos règles du jeu, et elles ont été édictées en accord avec chacun de vous. Vous avez accepté de débattre ensemble de l'avenir économique de la France face aux chefs d'entreprise français, ici à Roland-Garros, et face aux téléspectateurs, puisque nous sommes également diffusés en direct sur BFM TV. Vous commencerez chacun par exposer votre diagnostic, vos solutions. L'avenir économique de la France, il commence tout de suite. François Bayrou était là il y a peu de temps et il l'a redit. Pour lui, la France est en danger. Tout le monde, je crois, a conscience de la crise politique, démocratique, économique à laquelle on fait face. Il a décidé de jouer sa peau. Pour lui, c'est la confiance ou le chaos. Et c'est au fond la question que je vais vous poser, parce que vous êtes 2 ici, et seulement 2, à avoir déjà dit que vous voteriez cette confiance, Gabriel Attal et Bruno Retailleau. Les 4 autres, vous l'avez déjà annoncé, vous ne voterez pas cette confiance. Alors la première question, c'est tout simplement de savoir si vous n'avez pas l'impression, les uns et les autres, de faire basculer le bateau, puisqu'il dit qu'il est en train de couler, de le faire couler totalement, Jordan Bardella. Bonjour à tous. Permettez-moi d'être direct, puisqu'on est aujourd'hui face à des chefs d'entreprise qui aiment aller vite, prendre des décisions. Si vous, chef d'entreprise, vous aviez géré vos sociétés comme le pays est géré depuis 8 ans et plus, vous seriez très certainement en liquidation judiciaire. C'est à quel point l'incertitude, l'instabilité du moment est probablement pour vous le pire boulet qui est aujourd'hui attaché au pied de notre nation et au pied de notre pays. J'aimerais rappeler que
face à ce chantage auquel s'est lancé le Premier ministre sur le thème moi ou le chaos, qu'il y a 12 mois, il y a eu des élections législatives et que lors du second tour des élections législatives, un certain nombre de partis politiques se sont mis autour de la table et ont décidé de s'unir pour empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité et par conséquent pour priver le pays d'une majorité claire, d'un cap clair pour avancer. Nous avions dit à l'époque que ces accords contre nature de second tour allaient plonger le pays dans une instabilité. Je crois qu'on ne sortira de cette impasse et de cette instabilité qu'en revenant devant les Français. Donc ce n'est Parce que rien ne peut émerger de solide, de stable, de durable dans ce Parlement. Par conséquent, moi je plaide pour une solution la plus démocratique qui soit, c'est le retour aux urnes. Soit par une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, étant entendu qu'il faudrait éviter peut-être de faire des accords contre nature au second tour et d'accepter la volonté des Français, soit par une nouvelle élection présidentielle. Entre nous, je ne vois aucune autre solution pour sortir de cette impasse, pour retracer un cap, offrir une vision au pays et remettre le monde économique sur le chemin de la lisibilité et de la stabilité. Le mot incertitude, le mot chaos, ils ont été prononcés aussi par Patrick Martin face à cette période qui s'ouvre. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir une responsabilité là-dedans, Marine Tondelier, et ensuite chacun de vous? Mais les écologistes ont toujours eu une attitude responsable, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai lu dans le Figaro le récit du début de votre événement et les déclarations des chefs d'entreprise. J'ai lu qu'un chef d'entreprise disait « on en a marre de fêter des pendaisons de crémaillère à Matignon ». Bon. La différence, c'est que nous, on n'est pas invités. J'ai aussi lu des chefs d'entreprise qui faisaient part, c'était assez unanime, de leur inquiétude pour le contexte économique du pays. Et je rappelle que, oui, M. Bayrou a dit que la France était donc un bateau dont la coque était percée et où les oppositions diraient, en gros, ne t'inquiète pas, Simone, tout va bien se passer. Bon, Simone est inquiète, mais les chefs d'entreprise sont inquiets aussi. Et nous, on est inquiets aussi. Tout le monde est inquiet. Et ce que me dit pas M. Bayrou, c'est que ce bateau, le capitaine, est Emmanuel Macron. Et que tout l'équipage également est macroniste. Et donc que si la solution quand ce bateau part à la dérive, c'est de laisser les mêmes aux commandes, ça ne fonctionne pas. J'ai aussi entendu Monsieur Bompard, pas celui de la France Insoumise, celui de Carrefour, Alexandre, dire que, et il n'a pas été le seul, qu'au moment de la dissolution, ça avait dévissé dans l'économie. C'est aussi le moment où ça s'est emballé sur l'écart, par exemple, dans les taux d'intérêt France-Allemagne. Ça a été un moment de rupture économique. Et c'est pas nous qui l'avons provoqué, c'est un président de la République qui a décidé tout seul. D'ailleurs, je crois que M. Attal a été au courant après Pascal Praud, ce qui est quand même un problème. Donc c'est sa responsabilité. Faut pas rejeter la responsabilité sur les autres. Il vous répondra. Et ce que je réponds surtout, c'est que oui, ça a dévissé au moment de la dissolution et ça a dévissé pendant 3 mois sur les carnets de commandes, sur les investissements. C'est vous qui le dites. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette dissolution, il y a eu le temps des élections et puis il y a eu de l'obstruction pour nommer. Sur la décision non, mais il y a quand même vous prenez aujourd'hui. Oui, mais et attendez, les conséquences et la question ce pays est une histoire. Les choses viennent de quelque part. Quand on dit aujourd'hui il y a une dette de 3 000 milliards d'euros, elle était à 2 000 milliards d'euros au début du mandat. Et c'est pas nous qui étions ni président de la République, ni à Matignon, ni nulle part dans le gouvernement. Donc je veux bien qu'on explique que tout est de notre faute. Et comme l'a dit François Bayrou hier, il n'y a pas d'autre méthode possible. Ça m'a rappelé Margaret Thatcher, there is no alternative. C'est pas un argument. Enfin, on peut pas convaincre des gens en disant en fait on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ça ne marche pas. Et la dissolution qui a été voulue par ce président a créé une crise économique, une crise démocratique. Surtout si c'est pour faire des élections. J'entends que monsieur veut refaire une dissolution. Enfin, si c'est pour faire retourner tout le monde aux urnes et pas suivre le résultat des élections, c'est quand même compliqué. Et puis ceux qui s'occupent de la dette savent aussi que organiser des élections, ça prend un peu d'argent aussi. Et on entend les patrons qui réagissent. Fabien Roussel, Manuel Bompard. Cette décision que vous avez prise de ne pas voter la confiance, elle est cohérente. Mais dans le contexte actuel, est-ce que vous acceptez cette alternative? Est-ce que c'est en effet la confiance ou le chaos? Mais on ne peut pas réduire la situation de notre pays à la confiance ou le chaos. Parce que c'est pas comme ça que ça se pose. La France est un beau pays. La France a plein d'atouts. La France a plein de richesses, plein de talents, plein d'énergie. Or, année après année, politique après politique, gouvernement après gouvernement, on voit la France s'enfoncer dans la crise, alors que les défis face à nous sont immenses. La guerre est en Europe, on a un président et une administration américaine dure avec le continent européen. On a besoin d'une France forte, une France unie, une France prête à affronter toutes ces situations. Mais si elle se retrouve sans Premier ministre, mais on a budget, face à nous un gouvernement, des gouvernements
qui nous affaiblissent, qui affaiblissent notre pays. On est au bord du déclassement et on a des Français, des concitoyens, des salariés qui sont épuisés, des chefs d'entreprise eux-mêmes, qui n'ont pas de lisibilité sur les années qui viennent. Et à un moment donné, on ne peut plus avancer dans ces conditions-là. On a besoin justement d'avoir un cap nouveau et de sortir des dogmes dans lesquels notre pays est enfoncé depuis des années, et donc de sortir des politiques qui ont creusé le déficit, qui ont abîmé nos services publics, qui ont désindustrialisé la France, qui nous ont fait perdre nos atouts, y compris en matière énergétique. On a besoin d'une France forte et d'un État stratège qui intervient, qui planifie, qui donne confiance. C'est notre combat et c'est la raison pour laquelle, moi, la question, c'est pas de savoir si M. Bayrou doit rester à la tête du gouvernement. Il y en a certains qui sont obsédés par les élections. Moi, je suis obsédé par une idée, c'est de retrouver une France qui a un cap et surtout d'avoir un changement de politique. C'est ce à quoi nous appelons et c'est pour ça que nous présentons un pacte d'avenir pour la France avec des propositions, on va en reparler après, mais ce qui est important pour nous, c'est avoir un changement politique, un cap nouveau pour la France et de trouver le moyen d'être rassemblés. Et vous allez pouvoir débattre aussi justement de cette question du curseur entre libéralisme, étatisme, la question du rôle des entreprises, de la fiscalité, de l'État, des normes, mais effectivement, Manuel Bompard, est-ce que c'est le chaos ou la confiance? Bonjour, d'abord je veux remercier Patrick Martin et le MEDEF d'avoir organisé cet échange. Vous le savez, c'est pas courant pour la France Insoumise, le coordinateur de la France Insoumise d'être devant vous, mais je crois que dans ce moment politique là, c'est important qu'on puisse se parler avec franchise et présenter les différentes options politiques qui sont sur la table. Moi, je suis là pour vous parler avec franchise et donc la réalité, c'est la question de M. Bayrou. Derrière la question de M. Bayrou, c'est la question de la politique qu'il propose et donc du budget qu'il propose pour cette année. Et la question qui nous est posée, c'est de savoir si le budget que propose M. Bayrou pour cette année est de nature à améliorer la situation de notre pays. M. Bayrou peut dire c'est la confiance ou le chaos, mais les difficultés sociales, économiques, écologiques, démocratiques, internationales, elles sont déjà là aujourd'hui. On a atteint dans notre pays un record historique de pauvreté. Pour la première fois depuis des années et des années, les émissions de gaz à effet de serre repartent à la hausse. Il y a des records dans les faillites des entreprises. Et ça, c'est pas le fait qu'on ne va pas voter la confiance de M. Bayrou qui est responsable de cette situation. Le budget de l'année qui vient de s'écouler, de l'année que nous vivons en ce moment, a déjà réduit à peu près la croissance par 2. Si le budget proposé par M. Bayrou devait voir le jour, il aurait encore des effets récessifs sur la croissance. Et vous le savez comme moi. Parce que dans un pays dans lequel vous avez à peu près 50% de la richesse produite chaque année qui est tirée par la consommation populaire. Si votre politique est une politique d'austérité économique, si votre politique est une politique de réduction du pouvoir d'achat des Françaises et des Français, à la fin, ça se traduit, y compris pour les chefs d'entreprise, y compris pour les entreprises, par des carnets de commandes qui sont plus faibles, par une consommation populaire qui est plus faible, et donc par des entreprises qui ont des difficultés économiques. Donc moi, évidemment que je vais voter contre la confiance de M. Bayrou, et ça sera le cas des parlementaires insoumis. Pour une raison simple, c'est qu'il faut changer, mais complètement, radicalement et totalement de logique économique aujourd'hui. On a besoin de faire l'inverse. La politique de l'offre, et pardon, je sais que ce que je vais dire ici peut-être ne vous conviendra pas, mais moi je préfère le dire avec franchise et avec honnêteté. La politique de l'offre qui est à l'œuvre dans ce pays depuis des années et des années montre à quel point elle nous amène aujourd'hui dans le mur. Et M. Bayrou propose de continuer cette politique de l'offre. Moi je pense qu'il faut faire l'inverse, une politique de la relance sociale, de la relance écologique, une politique de reprise des investissements publics, une politique de pouvoir d'achat qui permet ensuite de relancer la machine économique. Là, vous êtes en train de développer vos propositions. J'y vais direct parce que je pense que c'est le sujet important. Et donc vous voyez bien que le sujet, il ne peut pas être posé en termes... Moi, ce que je pense, c'est que la responsabilité, c'est précisément d'empêcher le chaos. Et pour empêcher le chaos, il faut empêcher M. Bayrou de présenter son budget. Bruno Retailleau, Gabriel Attal, vous voterez cette confiance. Et en même temps, l'un comme l'autre, vous voulez des ruptures. Vous dites, on ne peut pas continuer comme ça, il faut des changements, il faut des ruptures, à la fois sur la question de la fiscalité, du rôle de l'État, du modèle social même. Est-ce que, en prolongeant, en continuant, on peut quand même proposer une rupture? Bruno Retailleau. D'abord, je ne voterai pas puisque je suis ministre.
Tout à fait. Je crois à la séparation des pouvoirs. Vous avez également votre casquette de président d'LR et ils auront leur rôle à jouer. Absolument. Mais je voudrais vous remercier d'abord, remercier Patrick Martin, tous les entrepreneurs de France qui sont ici, et vous remercier de me donner l'occasion de parler d'autre chose que des questions sécuritaires, même si je pense que la liberté et l'ordre, ce sont deux frères siamois ou deux sœurs siamoises. Moi, je pense qu'on est arrivé au bout d'un système. La question qui sera posée le 8 septembre, c'est pas de voter pour ou contre messieurs Bayrou. Ça n'est pas un référendum. C'est de partager un diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut non pas le réparer, ce système. Il va falloir changer de pied, évidemment. Mais ça sera pour 2027. Simplement, ce que moi j'observe, c'est qu'on ne peut plus vivre dans un système, et ce sera la rupture, qui est un système social-étatiste. C'est tout. Je me souviens de la phrase de Ronald Reagan que vous avez en mémoire, qui décrivait assez bien la situation française il y a plus de 20 ans. Voilà, tout ce qui bouge, on le taxe, ce qui bouge encore, on le réglemente, et ce qui ne bouge plus du tout, on le subventionne. On en est là. Donc, il faudra impérativement dire la vérité aux Français, sortir des boniments qu'on nous a racontés, et notamment la gauche, depuis des années. 1, travaillez moins, vous vivrez mieux. 2, la dépense publique, c'est ce qui fait la qualité des services publics. Si c'était le cas, on serait à l'avant-garde du bonheur universel. Et 3, la dette, c'est pas un problème. Voilà. C'est une ovation dans la salle du MEDEF. Et par conséquent, on ne peut plus vivre. Très concrètement, vous vous rendez compte l'an prochain, la richesse que vous contribuez à créer, vous les entreprises avec vos salariés, 50 milliards d'euros en plus en 2026. Si on ne fait rien, l'accroissement de la dépense publique, tout compris, ce sera 60 milliards. Donc vous voyez bien que la dépense publique, désormais, et la croissance sont totalement déconnectées. L'une est en train de cannibaliser l'autre et il faudra prendre un certain nombre de décisions. Mais au moins pourrait-on s'accorder sur le fait qu'on arrive au bord du gouffre. Vous savez, moi j'ai toujours été un opposant à Emmanuel Macron. Je me suis engagé dans un gouvernement parce que j'avais peur du pire, le chaos et aussi la gauche mélenchonisée. Donc j'ai pris mes responsabilités pour donner à la France un peu de stabilité. Mais demain, je pense qu'il faudra des ruptures encore plus franches. Gabriel Attal. Je précise effectivement, pour ceux qui nous regardent en dehors de cette enceinte de Roland-Garros, que vous avez à 3 reprises donc applaudi Bruno Retailleau. Vous n'y aviez pas eu le droit, ni les uns et les autres. On verra Gabriel Attal. Gabriel Attal, à vous. Ah. Je vais peut-être vous surprendre, Apolline de Malherbe, en vous disant que la date la plus importante pour moi n'est pas le 8 septembre, c'est le 31 décembre. Moi, je veux que notre pays, le 31 décembre, il ait un budget pour l'année prochaine. Je ne le veux pas pour moi, je ne le veux pas pour nous, les politiques, je le veux pour vous, les chefs d'entreprise. Parce que qu'est-ce que vous nous dites quand on échange avec vous? Que vous voulez savoir à quelle sauce, pardon pour l'expression, vous allez être mangé l'année prochaine, en termes fiscaux, en termes normatifs. Parce que vous faites face à la concurrence et que vous avez besoin de visibilité. Donc la seule question qui vaille pour le 8 septembre, c'est pas chaos, stabilité, etc. C'est est-ce que faire chuter le gouvernement le 8 septembre facilitera l'adoption d'un budget d'ici au 31 décembre dont les entreprises, notre économie et notre pays a besoin? Je suis convaincu que la réponse est non. C'est pas vrai, comme ils vous le disent, que ça faciliterait les choses de faire chuter le gouvernement ou de retourner aux élections. On a besoin d'un budget. Vous nous demandez des solutions et vous dites 10 solutions. Nous, on vous propose de travailler à tous, toutes les formations politiques, pour être capables, alors ça ne sera peut-être pas le budget du siècle, il ne sera peut-être pas parfait, mais au moins de savoir comment on passera l'année en termes fiscaux et en termes normatifs l'année prochaine dans un contexte extraordinairement bouleversé à l'international. Ensuite, évidemment qu'il faudra une rupture, parce que le monde a changé. On s'efforce de faire tourner le pays avec un modèle issu de 1945. La France ne peut pas tourner en 2025 avec un modèle de 1945. Tout notre modèle institutionnel, social, économique a été construit à une époque qui n'a plus rien à voir. Pardon, mais après la Seconde Guerre mondiale, on avait une démographie qui explosait. Aujourd'hui, on a une population qui vieillit. Après la Seconde Guerre mondiale, on avait une économie qui était tirée par la consommation, le marché intérieur. Aujourd'hui, on a une révolution absolue qui est devant nous, on n'en a pas parlé pour l'instant, c'est l'intelligence artificielle. Après 1945, on parlait de météo, on ne parlait pas de dérèglement climatique. Tout ça, ça nous impose de changer profondément de modèle. C'est d'une réinvention de notre modèle dont la France a besoin et c'est à ça que je veux m'atteler avec Renaissance. Chacun
Allez-y, vous disiez ? Non, je dirais à Gabriel Attal que quand même son modèle économique, ces 30 dernières années, il n'a pas beaucoup changé parce qu'on vit sur le même modèle économique depuis 30 ans, 40 ans. D'ailleurs, même le Premier ministre l'a dit quand il a fait sa conférence de presse. C'est-à-dire, on est dans un système de concurrence libre et non faussée en Europe, un système où on a continué, où on donne de plus en plus d'aides publiques aux entreprises, on va en parler, un système où justement, au nom des libéraux, on a dénoncé, vous avez dénoncé, M. Retailleau, M. Attal, vous avez dénoncé l'État-providence, l'État qui nous protégeait, l'État qui planifiait. Tout ça, vous avez tapé dessus et vous avez aujourd'hui un État affaibli, vous avez des services publics affaiblis et vous avez des Français épuisés parce qu'ils sont menacés dans leur vie à cause des narcotrafics, à cause de l'insécurité, menacés dans leur santé parce que les hôpitaux ferment, leurs enfants ne se sentent pas en sécurité dans les écoles, il manque des enseignants et vous trouvez qu'on en fait beaucoup, mais au contraire, c'est bien la raison pour laquelle on a besoin de changer de paradigme parce que vous avez appauvri la nation, appauvri l'État et on a besoin de lui redonner du sens et de la force. Vous faire sortir de l'ambiguïté, Jordan Bardella, dans un sens, parce que là, on a vu effectivement d'un côté une politique quand même qui est plutôt ce qu'on pourrait appeler la politique de la demande. Vous l'avez d'ailleurs tout à fait assumé comme telle, Manuel Bompard à l'instant. Je pense qu'on peut dire que Bruno Retailleau, comme Gabriel Attal, et d'ailleurs c'est sans doute la raison pour laquelle vous avez été spontanément applaudi, vous seriez du côté d'une croissance tirée par les entreprises, par les initiatives individuelles. Et vous, Jordan Bardella, je me demande toujours, est-ce que aujourd'hui vous êtes plutôt du côté de l'offre ou du côté de la demande? Je voudrais vous poser la question dans un instant. Mais Gabriel Attal, que vous puissiez commencer à débattre. Non, pour que chacun puisse s'exprimer, je répondrai rapidement juste sur un des points de Fabien Roussel. C'est un vrai désaccord qu'on a. Je sais qu'il est partagé par ailleurs par vos voisins. Moi, je le dis, je ne supporte plus vous entendre parler de cadeaux aux patrons quand on parle des baisses d'impôts. Je ne le supporte plus. Là, vous êtes non, mais là, vous saviez. Il est jaloux parce qu'il n'avait pas été accueilli. Je suis cohérent avec ce que je défends. Pardon, mais c'est une méconnaissance totale de la situation économique internationale aujourd'hui et de la compétition à laquelle nos entreprises font face à l'international. Et c'est une méconnaissance totale de ce qu'est l'entreprise. L'entreprise, c'est pas un patron, c'est une équipe où chacun est à sa place et chacun avance ensemble face à la compétition internationale. Vous voulez leur rajouter des boulets aux pieds en augmentant leurs impôts, en augmentant leurs taxes pour augmenter la dépense publique. J'ai un vrai désaccord avec vous que j'assume sur ce point. Marine Tondelier, je voulais quand même... J'ai conscience que je suis partie pour moi me faire applaudir que M. Retailleau et M. Attal, mais c'est comme ça, on est venu débattre et pour vous donner notre avis en toute sincérité. La première chose, c'est que j'entends sans cesse de votre bouche que l'argent est rare dans ce pays, que l'argent public est de plus en plus rare et qu'il faut agir sur la dette. Mais j'ai l'impression que l'argent public est rare pour tout le monde sauf pour les aides aux entreprises. Et moi, je veux qu'on pose ce sujet. Bien sûr qu'il faut aider les entreprises. Mais bien sûr qu'il faut aider les entreprises. Là, on n'en avait pas eu jusqu'à présent. Je veux bien me prendre des leçons de constructivité, de responsabilité, mais ce que vous venez de faire est assez intéressant. Il n'y a pas de problème pour aider les entreprises, mais comment on les aide? Est-ce qu'on peut débattre un moment de la conditionnalité des aides dans ce pays, qui soit soumis à des critères de non-délocalisation? Et je pense à des amendements que j'ai fait à la région Hauts-de-France, où tout le monde disait les écolos, c'est toujours les mêmes amendements. Et puis même Xavier Bertrand, maintenant, face à Arcelor, se dit ça aurait peut-être pas été bête. À des critères sur la parité dans les entreprises, sur des critères sociaux, des critères environnementaux. C'est logique. Toutes les collectivités qui demandent des aides ont des critères. Pourquoi les entreprises n'en auraient pas? Et puis je sais aussi qu'au sein des entreprises, il y a des débats. Que vous avez conscience que certaines entreprises, peut-être pas celles qui en ont le plus besoin, sont beaucoup plus aidées que des plus petites entreprises. Et que c'est d'ailleurs la même chose dans l'agriculture. Qu'on entend beaucoup d'agriculteurs dire que la vie est dure, et c'est vrai, c'est le métier qui a le plus de taux de suicide dans ce pays. Je suis une petite fille d'agriculteur, je suis très sensible à cette détresse. Mais pourquoi c'est toujours les plus gros agriculteurs qui touchent le plus d'aides publiques, que sont des aides à l'hectare, et que ceux qui crèvent sont relativement moins aidés? Moi, j'ai un sujet, je veux qu'on puisse se poser cette question. Et puis, Monsieur Attal, j'ai entendu votre tirade, c'était très émouvant. Mais vous ne convaincrez personne dans ce pays tant que les inégalités continueront de s'accroître. Parce que augmenter la dette de 1 000 milliards d'euros en 8 ans, en commettant le double exploit, déjà de ne pas préparer l'avenir sur le plan environnemental, c'est 43 reculs environnementaux depuis le début de l'année, et on parlera d'environnement, j'ai prévu d'autres développements plus tard. Mais sur le social, comment voulez-vous, et même vous, de chef d'entreprise, qui êtes peut-être plutôt dans une meilleure situation économique pour certains par rapport au reste des Français, vous pouvez l'entendre. Quand les 500 personnes les plus riches dans ce pays
je peux terminer, Monsieur Bardella, tout va bien. Quand les 500 personnes les plus riches de ce pays ont vu leur patrimoine, leur fortune doubler entre 2017 et 2023, et que dans le même temps, il y a 9,3 millions de pauvres. Il n'y a jamais eu autant de pauvres dans ce pays depuis 30 ans. Et que quand on a le SMIC ou moins, 42% des personnes qui sont concernées par ça, le SMIC ou moins, sautent au moins un repas par jour pour des questions financières. Comment voulez-vous que le pacte social tienne? Et si le pacte social ne tient pas, mesdames et messieurs, l'économie ne tiendra pas non plus. Évidemment que ça va faire des grèves, des mouvements sociaux, mais c'est un sujet qu'on doit adresser ensemble. Et moi, si je suis venue aujourd'hui, c'est pas pour vous entendre applaudir Monsieur Retailleau et me siffler moi. Et puis je vais vous dire, les écologistes, on n'est pas arrêtés par ça. Je suis venue pour vous tendre la main et pour vous dire travaillons-y ensemble. Parce que même pour les affaires, ce qui est en train de se passer n'est pas bon. La dissolution, c'est pas bon. Les tergiversations et le manque de prévisibilité, c'est pas bon. Et c'est pas bon pour vos entreprises, mais c'est pas bon non plus pour nos mairies écologistes. Je donnerai un exemple plus tard là-dessus sur les ZFE, c'est très parlant. Mais franchement, prévisibilité, les ZFE, on est d'accord. en débattre parce que je crois vraiment qu'il y a un clivage aussi sur cette question. Je voudrais que il n'y a pas de problème, on n'est pas d'accord sur, on peut être d'accord ou pas sur la mesure, mais sur faire travailler des villes pendant des années là-dessus, pour les laisser tomber à la fin en disant on supprime l'aide à la conversion des véhicules. Bah comment ils font les gens alors? La question de l'imprévisibilité. Mais on peut pas changer la vie toutes les 3 semaines. En fait, dans un pays, c'est pas possible quand on est chef d'entreprise et c'est pas possible quand on dirige des villes écologistes ou d'autres. Donc on demande de la prévisibilité. Et j'ai commis l'exploit de me faire applaudir aussi au MEDEF. Je rentre dans le club privilégié de messieurs Attal et Retailleau. J'en suis très fière. Jordan Bardella. Je vais vous dire, je suis très étonné de vous voir applaudir des gens qui ont fait 1200 milliards d'euros de dettes en 10 ans dans notre pays. Alors, moi, messieurs, je bois vos paroles, mais quand je vous écoute, je me dis dommage que vous n'ayez pas été au pouvoir ces 10 dernières années. Parce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, la France emprunte plus cher que la Grèce, que la Slovénie, que le Portugal. Qui l'aurait cru il y a 10 ans? Il y a eu, mesdames, messieurs, en 8 ans, autant de déraisons budgétaires, autant de dettes supplémentaires que dans les 50 ans qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Donc, moi, je ne viens pas pleurer sur le lait renversé, mais je viens dire que baisser la dépense publique, que réduire les coûts de fonctionnement de l'État, c'est vital, mais ce n'est pas suffisant. Parce que vous-même, quand vous restructurez votre entreprise, quand vous réduisez les coûts de votre société, s'il n'y a pas un projet derrière, si l'ambition, ce n'est pas l'investissement, si l'ambition, ce n'est pas la production, si l'ambition, ce n'est pas la croissance, alors 1 an après, 2 ans après, on est dans la même situation. Et moi, je m'étonne un peu de voir que lorsqu'on propose aux Français qui travaillent, aux entreprises, de serrer la ceinture, il n'y a aucun projet derrière. Et moi, je viens dire une chose très simple. Avec de la croissance, beaucoup de choses sont beaucoup plus soutenables. Et donc, ce qui devrait nous réunir aujourd'hui, et ce qui devrait nous mettre d'accord, c'est la nécessité de remettre le pays sur le chemin de la production, de déverrouiller les contraintes qui pèsent sur la croissance. Il n'y a pas eu de politique de l'offre depuis 2017. Parce que quand on vous fait des avantages, lorsqu'on baisse la fiscalité sur les impôts de société ou sur l'impôt de production, mais qu'on le récupère en impôt de papier de l'autre, et qu'on augmente tous les 4 matins le nombre de normes, de contraintes, d'obstacles administratifs pour les entreprises françaises, pour les artisans, pour les commerçants, alors on ne peut pas parler de politique de l'offre. L'impôt de papier, c'est 4% du PIB. C'est 60 milliards d'euros de richesse créée qui est perdue chaque année dans notre pays. Donc, il faut s'attaquer à ces contraintes qui pèsent sur la croissance. Il faut une fiscalité de croissance. Il faut évidemment baisser les impôts de production pour faire en sorte qu'on rattrape notre retard et qu'on se réaligne sur le plan de la compétitivité avec nos partenaires européens. Il faut qu'on retrouve un prix de l'énergie français, parce qu'on ne réussira pas le défi de la réindustrialisation, on ne réussira pas à remettre le pays sur le chemin de la croissance tant qu'on aura une énergie et une électricité qui est 2 fois plus chère qu'aux États-Unis et qui, de manière artificielle, s'aligne sur la production du gaz en Allemagne. Il faut faire en sorte de faire le patriotisme économique pour que ceux qui produisent sur notre sol, ceux qui produisent au sein du marché commun, puissent avoir une priorité dans l'accès au marché public, comme c'est le cas dans beaucoup d'espaces aujourd'hui. Vous êtes plusieurs à avoir parlé de la question des normes. Vous allez ensuite pouvoir exposer chacun. J'aimerais que vous puissiez répondre à cette question des 3 mesures essentielles, vitales à vos yeux. Mais parce que le débat est lancé désormais, il y a un point qui revient régulièrement, c'est cette question des normes, c'est cette question de l'écologie. Et là-dessus, il me semble que le clivage ne serait pas, j'allais dire, droite, gauche, parce qu'il n'y a, par exemple, Fabien Roussel ou Marine Tondelier, ou vous, Bruno Retailleau et Gabriel Attal, des différences
sur le rapport à la norme écologique, sur la question des ZFE, vous l'évoquiez à l'instant, sur la question des éoliennes, sur la question de l'électricité, sur la question du fameux de la question de l'automobile avec le moteur thermique qu'on n'aura plus le droit de vendre. Est-ce que sur ces questions-là, pour vous, d'abord Bruno Retailleau, c'est un des tournants que vous avez opéré, vous avez les chefs d'entreprise face à vous, vous avez des chefs de parti. Où vous situez-vous là-dessus? Est-ce qu'il faut faire stop ou encore sur ces normes et comment? Évidemment, poser la question comme ça, c'est évidemment, on a beaucoup trop de normes. Je veux simplement redire à Jordan Bardella qu'il faut être très concret. Moi, j'ai été dans l'opposition, je l'ai dit, donc je ne me sens pas du tout comptable de la dette ou des déficits précédents. Simplement, ce que j'observe, c'est que j'étais dans l'opposition et j'ai soutenu la réforme des retraites parce que je la trouvais absolument essentielle. Et c'est difficile d'être dans une opposition, d'avoir une réforme impopulaire et de devoir la soutenir. Mais c'est parce que c'était non pas le choix de mon parti, mais le choix de mon pays. Quand au Sénat, on a voulu faire les 15 heures de contrepartie d'activité pour le RSA, votre groupe ne l'a pas voté à l'Assemblée nationale. Ce sont des actes concrets que nous avons posés et qui sont importants. C'est ça la vie politique, c'est aussi prendre ses responsabilités, même quand on est du reste dans l'opposition, pour le pays, parce qu'on l'aime. Maintenant, et faire un budget à 20 milliards d'euros de prélèvements obligatoires, monsieur le ministre. Parce que, justement, je ferai moi des propositions précisément. François Bayrou l'a d'ailleurs dit. Moi, je ne suis pas favorable sur, par exemple, les jours fériés. Je pense qu'on peut faire différemment. Si on veut que les Français travaillent plus, on doit faire en sorte que le travail puisse plus payer. J'en parlerai dans quelques instants. Simplement, on a un souci de croissance, d'industrialisation. Mais ça n'est pas avec une énergie chère qu'on ne pourra réindustrialiser. J'ai pris position. Je pense que nous avons besoin des énergies renouvelables, mais que désormais, arrive à un point de maturité, notamment l'éolien, où on ne doit plus les subventionner parce que ça coûte trop cher. Et là encore, on voit bien que depuis 13 ans, la consommation d'électricité est relativement flat. Donc on ne doit pas avoir une perception, une obsession décroissante de l'écologie, mais il faut que l'énergie, par exemple, participe à notre réindustrialisation. C'est la grande différence, par exemple, avec les États-Unis. J'aborderai tout à l'heure un certain nombre de propositions très concrètes sur le travail, sur le modèle social. Mais là encore, quand on parle de croissance, on parle à la fois de productivité, de compétitivité. Or, l'énergie, c'est fondamental. La fiscalité, c'est fondamental. Et là aussi, la simplification, c'est fondamental. Et puis, il y a la croissance, c'est le travail. On en reparlera. Sur cette question des normes. J'ai une question très simple. Monsieur Retailleau, je vous entends. Moi, je siège au Parlement européen. Votre famille politique au Parlement européen, elle met en œuvre le Green Deal. Le Green Deal est une montagne de normes administratives pour des milliers d'entreprises dans notre pays. Elle met en œuvre la CSRD. Elle met en œuvre le devoir de vigilance. Elle met en œuvre la politique de décroissance dite de la ferme à la fourchette qui prévoit la baisse de 15% du nombre de cheptels dans les 10 prochaines années. Elle met en œuvre l'interdiction de la vente de véhicules neufs à l'horizon de moteurs thermiques, véhicules thermiques à l'horizon 2035, qui va orchestrer la baisse de 200 000 emplois, la destruction de 200 000 emplois directs. Je ne parle que des emplois directs dans le secteur de l'automobile. Tous les industriels de l'automobile sont vent debout. Donc vous soutenez au niveau européen une politique de décroissance qui fragilise nos entreprises et qui crée une montagne normative qui fragilise l'activité économique du pays et qui est un monstre administratif pour beaucoup de nos chefs d'entreprise. Je voudrais que Bruno Retailleau puisse vous répondre. Vous êtes député européen et vous ne pouvez pas, sauf à ne pas y siéger, ne pas savoir que notre chef de délégation, François-Xavier Bellamy, a refusé. Je pense d'ailleurs que pour l'instant on n'en a pas suffisamment parlé. Mais nous vivons dans un monde menaçant. Ça n'est pas un monde plus civilisé mais plus archaïque, où la force prime sur le droit. Et il nous faut mieux nous organiser en Europe. Et moi je veux que l'Europe sorte de sa naïveté et qu'elle abandonne son logiciel mercantiliste qui nous a fait perdre beaucoup d'emplois industriels et aussi la déréglementation. Il faut que cette fascination pour la norme, l'Europe en sorte aussi, c'est fondamental. Et je suis totalement d'accord sur C3S, CSRD, etc. Mais en même temps, je pense qu'on a besoin d'une Europe qui puisse innover. Je
propose d'ailleurs qu'il y ait une véritable DARTA comme les États-Unis l'ont pour qu'on puisse, sur l'intelligence artificielle, le quantique et autres, avoir une agence qui soit vraiment, qui nous mette au meilleur niveau mondial. Pas sur tous les sujets. Moi, je ne veux pas d'une Europe de tous les sujets. Je veux une Europe de quelques projets déterminants pour notre avenir. Non au mercantilisme de l'Union européenne. Oui. Manuel Bompard. Écoutez, ça fait des années. Vous êtes d'accord? Ça fait des années et des années que nous posons la question et nous défendons ce qu'on appelle un protectionnisme solidaire, une manière de faire en sorte de protéger notre tissu économique d'une forme de concurrence déloyale. Et j'ai l'impression que ces derniers mois, il y a un certain nombre de personnes, de familles politiques qui, pendant des années et des années, ont multiplié les politiques de déréglementation, ont considéré que la libéralisation à outrance, que la suppression de toute forme de barrière douanière allait faire le progrès, le bien-être, etc. Ils se réveillent et se rendent compte que non, c'est pas le cas, et maintenant disent qu'ils sont partisans des formes de protection. Donc là, il y a quand même une forme d'hypocrisie dans le débat qui me fait doucement sourire. Monsieur Retailleau, tout à l'heure, vous nous dites... Pardon, mais faisons pas d'idéologie, parlons concrètement. Tout à l'heure, vous nous dites, depuis des années et des années, c'est la politique de la gauche en matière économique qui est au pouvoir et c'est pour ça qu'on est dans les situations difficiles. Depuis 30 ans, Monsieur Retailleau, c'est les logiques économiques qui sont les logiques économiques de libéralisation à outrance. C'est les logiques économiques de politique de l'offre. C'est des budgets qui se multiplient, qui sont à chaque fois des budgets de compression et de réduction de l'investissement public qui sont à l'œuvre et qui sont responsables de la situation dans laquelle il y a eu des présidents de gauche quand même. Alors je sais pas s'ils sont... Pardon, je sais pas s'ils sont vraiment à gauche. Mais si vous parlez, non mais on va parler franchement. Si vous parlez de la présidence de François Hollande, lui-même s'est converti à la logique de la politique de l'offre. C'est la vérité. Au cours de son mandat, il a fait le crédit impôt compétitivité emploi. Et pardon, peut-être ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire, mais à l'époque le prédécesseur de Monsieur Martin faisait le tour des plateaux de télévision en disant si vous nous faites 20 milliards d'exonération sur les cotisations sociales, il y aura 1 million d'emplois qui seront créés. Il y a eu à peine 100 000 emplois qui ont été créés, tout le monde le sait. Donc je suis désolé, peut-être que ça vous plaît pas, mais moi j'assume de dire que cette politique-là, cette politique qui a consisté à partir du principe que parce qu'on allait faire des exonérations de cotisations sociales, ça allait se retrouver dans l'économie réelle. Monsieur Macron s'est inscrit dans la même lignée. Quel est le résultat concret? Le résultat concret, c'est un investissement qui est à l'arrêt. Même Monsieur Martin le disait il y a quelques jours, j'ai vu une déclaration dans la presse sur ce sujet. C'est des salaires réels relativement à l'inflation qui ont baissé de 3% depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. C'est une croissance qui est atone et qui est à l'arrêt. Donc si vous voulez, applaudissez ceux qui ont fait ça et dites-leur de continuer. Mais moi je pense qu'il faut faire une politique et une politique différente. C'est pas une politique qui se fait contre les entreprises. C'est une politique de planification. C'est une politique qui donne de la prédictibilité. C'est une politique qui permet de choisir dans quel domaine de l'économie on veut la développer. De le faire évidemment en discussion avec les entreprises sur le sujet. Vous parlez de l'énergie, enfin pardon, tous au Parlement européen, même vous, Monsieur Bardella, vous pouvez faire semblant maintenant, vous vous êtes abstenu ce jour-là. Vous avez soutenu le marché européen de l'électricité. Non, pas du tout. Précisément, vous vous êtes abstenu l'année dernière sur la réforme du marché européen de l'électricité. Tout le monde pourra le vérifier. La question qui est posée aujourd'hui pour les entreprises, c'est est-ce que vous voulez avoir un prix de l'électricité qui est fluctuant sur un marché que personne ne contrôle, ou est-ce qu'au contraire, vous voulez avoir des prix qui sont des prix réglementés, qui vous permettent d'avoir de la prédictibilité pour vos investissements? Moi, je pense que la planification, la prédictibilité, c'est les meilleurs alliés des chefs d'entreprise, beaucoup plus que la logique de marché que vous avez tous développée. Non, je disais avoir de la prévisibilité sur les prix de l'électricité en sortant du nucléaire, comme vous le proposez par exemple. Mais alors, Monsieur Attal, vous voulez qu'on ne les débat sur le nucléaire? Non, si on peut s'exprimer, nous aussi, si on peut prendre la parole plutôt que de vous laisser dans vos logorées permanentes, si on peut, si on a le droit de s'exprimer. Vous voulez que je vous réponde ou pas? Allez-y, répondez-nous sur le nucléaire. Clarifiez peut-être. Non, parce que vous voulez qu'on débatte sincèrement du nucléaire. Répondez sur le nucléaire, je vous ai posé. Vous engagez aujourd'hui des projets de nouveaux réacteurs nucléaires. Tout le monde sait. Toutes les personnes qui savent de quoi on parle savent que ces nouveaux réacteurs nucléaires ils rentreront pas en service avant 2040 ou 2045. La question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait autrement? Et pourtant vous parlez de planification parce que ça arrive dans un certain temps. Et vous, Monsieur Attal, certains de votre famille politique, les amis de Monsieur Retailleau, les amis de Monsieur Bardella, dans cette situation-là, ils votaient il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale un moratoire sur le développement des énergies renouvelables. C'est faux, mon groupe intermittente, Monsieur Bompard. Concerné par le développement des énergies renouvelables. C'est un secteur économique qui se développe, à qui on a dit du jour au lendemain, vous allez devoir tout arrêter. C'est ça la réalité. Gabriel Attal, Bruno Retailleau, et évidemment l'écologie. Si c'est possible que je dise un mot sur l'écologie, je ne veux déranger personne, mais je veux bien. Allez-y, simplement défendez-vous. Non, je trouve que
à vous écouter, finalement, on a l'impression que le fait qu'on ait, et on devrait tous s'en réjouir, un taux de chômage qui est au plus bas depuis 30 ou 40 ans, il remonte. C'est tombé du ciel. Et si le chômage a baissé, c'est parce qu'il y a des entrepreneurs, et beaucoup sont ici, qui ont pu embaucher, qui ont pu investir, qui ont pu innover. Et s'ils ont pu le faire, oui, j'assume, c'est parce qu'on a baissé l'impôt sur les sociétés, créé la flat tax, supprimé l'ISF, tout ce que d'ailleurs Jordan Bardella voulait garder, parce que je vous entends faire vos grandes. On peut vous remercier pour la fermeture de Fessenheim. Je vous entends faire vos grandes déclarations. Et la fin des investissements dans le nucléaire lors du premier mandat d'Emmanuel Macron. Jordan Bardella, c'est comme en amour, il y a les déclarations, mais il faut des preuves. Quand on a supprimé l'ISF, vous étiez contre qu'on le supprime, et cet été, l'été dernier, en 2024, au moment de la dissolution, vous proposiez même dans votre programme de créer un nouvel impôt, l'IFF, l'impôt sur la fortune financière, une taxe sur les assurances vie. De votre bilan économique, monsieur Attal. Quand on a fait les ordonnances travail avec Muriel Pénicaud, ce qui pour moi était une très bonne réforme, vous avez voté contre à l'Assemblée nationale. Et encore il y a quelques mois, quand on a présenté la réforme de l'assurance chômage, vous y êtes opposé, alors que tout le monde sait qu'on doit avoir un modèle social qui incite davantage à l'activité. Maintenant, il y a une chose dont je me réjouis. Monsieur Attal, vous êtes fier de la situation économique du pays aujourd'hui? Je suis moins exprimé que vous. Il y a une chose dont je me réjouis, c'est quand même qu'il y ait un mot qui a été prononcé, qui est pour moi essentiel, et qui d'ailleurs devrait être même dans le titre de la table ronde qui nous réunit. Parce que le titre, c'est « Est-ce que la France peut rester dans le jeu ?» je crois. Tout à fait, je valide. Et le mot qui a été prononcé, c'est « Europe ». Et je pense que c'est très important, et je serais peut-être le seul à le porter aussi fortement sur cette scène, parce que c'est pas très populaire aujourd'hui d'en parler dans l'opinion publique. Mais moi, je crois profondément que la France ne restera pas dans le jeu sans une Europe forte, et que l'Europe ne restera pas dans le jeu sans une France forte. On peut reprocher plein de choses à l'Europe. Effectivement, il y a eu de la surréglementation. Effectivement, on a laissé nos industries partir en Asie, notre défense aux États-Unis, etc. On peut lui reprocher plein de choses. Mais enfin, rappelons cet élément qui est absolument essentiel. On n'arrivera pas à s'en sortir si on n'investit pas dans le projet européen pour l'innovation, pour l'emploi, pour le soutien au travail et pour la compétitivité de nos entreprises. C'est vital. Non, mais c'est dommage que vous n'ayez pas été Premier ministre, c'est dommage que vous n'ayez pas été ministre pendant 7 ans. Franchement, c'est regrettable. Regardez ce qu'a fait... C'est confortable d'être dans l'opposition. Regardez ce qu'a fait la présidente. Je vais y aller, je vais intervenir. Je dis pas ça, monsieur Attal. Mais juste, puisqu'on parle d'Europe... Vous êtes fier de l'accord commercial qui a été négocié par la présidente de la Commission européenne avec les États-Unis? Et je veux bien on va y revenir sur la question des non, mais parce qu'en fait, c'est la prime à foncer dedans et à prendre les tours de parole. Mais vous avez raison aussi, la question des tarifs douaniers. Je voulais évidemment qu'on y Nous y reviendrons. Mais si je peux en placer une sur l'écologie, juste vous dire, et je pense d'ailleurs qu'on est devant une salle qui normalement, comme ce sont des chefs d'entreprise, comprennent mieux l'écologie que ceux qui nous gouvernent. Et je le pense sincèrement. Parce que vous savez que chaque degré de réchauffement climatique au niveau mondial cause 12% de PIB en moins en moyenne dans le monde. Parce que vous savez que 25% du bénéfice de vos entreprises est menacé, jusqu'à 25% du bénéfice des entreprises est menacé par le changement climatique. Et que vous savez ce qui est en jeu. Et franchement, moi je vous le dis, j'ai commencé la politique, j'étais une jeune femme écolo du Pas-de-Calais, pleine de complexes, en me disant il y a le cercle de la raison, vous avez l'air d'avoir très très raison, en ayant bien conscience qu'il y avait des gens qui avaient une présomption de crédibilité par principe, et que moi je partais plutôt, pour toutes les raisons que je viens de citer, avec une présomption de non-crédibilité. Mais franchement, quand je vous écoute, j'arrête d'avoir des complexes. Parce que quand on compte 43 reculs environnementaux depuis le début de l'année, alors que la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si la planète sera encore habitable dans 30 ans pour nos gamins. Quand je vois que même pour ceux qui s'en foutent de l'environnement, y compris d'un point de vue économique, ce que vous faites n'a aucun sens. Monsieur Retailleau, quand je suis arrivée au cercle des économistes à Aix-en-Provence au mois de juillet, j'arrivais franchement dans les chaussons en disant c'est la première fois qu'ils m'invitent, est-ce qu'ils vont pas regretter? Les gens venaient me voir parce que ce matin-là, vous aviez sorti une tribune avec monsieur Aubert et monsieur de Bellamy pour demander un moratoire sur l'énergie renouvelable. Les chefs d'entreprise venaient me voir, moi, ça devrait vous inquiéter, pour me dire, Madame Tondelier, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'où iront-ils? Est-ce que vous comprenez? Comment on peut les arrêter? Parce que les énergies renouvelables, Monsieur Retailleau, c'est 100 000 emplois dans ce pays. Parce que la transition écologique, c'est un potentiel d'emploi de 900 000 emplois, selon l'ADEME. Et qu'on n'a pas le choix que de s'y coller. Et que je ne comprends pas qu'on n'en soit pas capable aujourd'hui, parce que la Chine est en train de prendre de l'avance. On parle de compétition mondiale, mais enfin, il y a 75% des panneaux photovoltaïques en
1990, c'était l'Europe. Aujourd'hui, c'est plus que 15%. C'est la Chine qui prend ces créneaux-là. Pas pour des raisons environnementales, hein, je vous le concède, parce qu'ils ont compris que d'un point de vue économique, c'était intelligent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On perd de parts de marché, on laisse fermer nos boîtes. Et je vais vous dire, même quand je vais chez Michelin, où la CGT Michelin disent « Ah bah, Madame Tondelier, vous venez soutenir les pneus ?» Je dis « Bah oui, je soutiens les pneus. » Parce que même quand je veux rénover mon grenier, voilà, pour faire l'isolation thermique, j'ai eu bien du mal avec le site de ma prime rénov'. Maintenant, c'est suspendu. De toute façon, comme ça, il n'y a même plus de site. Eh bien, j'ai besoin d'un artisan. Et ce qu'ils ont, oui, il vient avec une camionnette. Et cette camionnette, elle a des roues. Eh ben, je préfère que ces roues soient produites en France, dans des conditions mieux disantes environnementalement et socialement. Alors que mon métier, c'était la qualité de l'air. Je suis allée soutenir Arcelor. Ils m'ont dit, Madame Tondelier, on se fritait sur la qualité de l'air. C'est super de vous voir là. Bah ouais, c'est super. Parce que si on laisse crever nos fourneaux en France, on fait comment? D'un point de vue environnemental, on importera de l'acier produit avec des normes bien moins disantes et surtout, on perdra notre souveraineté. Et je ne comprends pas pourquoi les Anglais sont capables de nationaliser les hauts fourneaux parce qu'ils ont bien compris que c'était un enjeu stratégique et de souveraineté et que nous on soit pas fichus de le faire. Et les salariés de ces boîtes, ils voient ce qui est en train de se passer. Et quand on dépendra exclusivement de la Chine pour se fournir en acier, eh ben on sera pas sorti des ronces et Simone pourra toujours s'inquiéter. Bruno Retailleau. Je n'ai pas demandé de moratoire sur les énergies renouvelables. J'ai demandé, puisque désormais ces technologies sont au niveau du prix du marché, qu'on arrête de les subventionner. Parce que nous avons un immense avantage en France. Nous avons l'électricité la plus décarbonée au monde, pas grâce à vous, mais grâce à l'énergie nucléaire que vous avez combattue. À quoi cela sert-il aujourd'hui de financer des énergies qui ne sont pas pilotables, qui sont intermittentes? Par exemple, à midi, plusieurs mois durant, on finance, on subventionne des énergies alors que le prix de ces énergies est désormais négatif. Je veux qu'on ait une approche simplement industrielle, une approche pragmatique. Mais vous avez eu le rapport de la Cour des comptes sur le nucléaire, c'est intéressant. Il faut des énergies renouvelables. Et pour moi, l'ossature de notre structure énergétique française, et c'est bon pour le climat, et c'est bon pour la réindustrialisation, c'est le nucléaire. Voilà. Et même la Cour des comptes dit le contraire, Monsieur Retailleau. Même la Cour des comptes, dans un rapport que manifestement Monsieur Attal n'a pas lu non plus. Mais même la Cour des comptes dit que ça ne marche pas. Nous, les énergies renouvelables, parce que c'est bien de critiquer quand il y a ce que vous appelez des reculs, etc. Mais quand nous, avec les députés Renaissance, on défend un certain nombre de sujets, et notamment les énergies renouvelables. On faisait partie des seuls à voter pour maintenir les énergies renouvelables. Du moment où vous avez retiré à l'Assemblée nationale le fait juste de mettre des panneaux photovoltaïques sur le supermarché, je peux aller au bout de ce que je suis en train de dire. Oui, mais ne réécrivez pas l'histoire. Il y a eu un vote il y a quelques mois à l'Assemblée nationale sur les énergies renouvelables. Effectivement, un amendement LR qui était présenté pour faire un moratoire sur les énergies renouvelables, y compris pour les particuliers qui ne pouvaient plus installer de renouvelables chez eux. Avec mon groupe, on a voté contre. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin des deux. La réalité, c'est qu'on a besoin du nucléaire. Et oui, investir dans des centrales nucléaires, ça prend du temps, c'est sur le temps. Mais d'ici là, la demande d'électricité va continuer à augmenter. Et donc, on a besoin du renouvelable, et de continuer à le développer, et donc de le subventionner, d'ici à ce que le nucléaire nous permette de répondre aux besoins. Je voudrais que vous puissiez vous exprimer aussi sur la question du rapport au travail. La question, évidemment, du temps de travail, la question de la rémunération du travail, et la question même du statut des travailleurs. Est-ce que quand vous avez les uns et les autres commencé à dire qu'il fallait des ruptures, est-ce qu'il faut changer la question aussi du statut de la fonction publique? Est-ce qu'il faut revenir sur un nouveau modèle social? Je voudrais que chacun vous puissiez dire votre proposition sur cette question-là. Le travail, le modèle social, le temps de travail et la rémunération du travail. On va commencer par vous, Manuel Montpa. Évidemment qu'il faut conforter notre modèle social et continuer à le développer, et donc faire l'inverse de ce qu'on a sous les yeux, y compris dans les propositions de Monsieur Bayrou, et dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, l'inverse de la politique qui a consisté à faire des exonérations de cotisations sociales, parce que quand vous faites des exonérations de cotisations sociales, à la fin forcément il y a un modèle social qui est un modèle social moins financé, et on va dire aux gens maintenant on est en déficit de la sécurité sociale. Donc, mais vous changeriez quoi, vous ? Mais moi, d'abord, je reviendrai sur les exonérations de cotisations sociales pour qu'on puisse financer notre modèle de protection sociale. Ça, c'est la première chose que je pense qu'il faut faire. Deuxièmement, il faut refuser ceux qui veulent dégrader la qualité de notre modèle social.
pardon, peut-être là aussi ça sera pas populaire, mais je le dis, enfin pas dans cette salle, je pense que dans le pays ça le sera, mais je le dis, non, je suis pas d'accord avec le fait qu'on augmente jusqu'à 6 jours de carence comme l'a proposé Madame Vautrin, ce qui fait qu'aujourd'hui un salarié qui va être malade, pendant toute sa première semaine, il sera pas payé, il sera pas indemnisé, parce que vous savez comme moi ce que ça va produire comme résultat, c'est que quelqu'un qui a une maladie pas très grave, eh ben il va venir travailler et le risque c'est aussi la propagation de cette maladie. Je préfère qu'il puisse être pris en charge. Eh ben si, je préfère qu'il puisse être pris en charge plutôt que pendant 6 jours, il travaille pas et il soit en congé maladie mais qu'il ne soit pas indemnisé et pas rémunéré. Et ça, c'est dans les propositions qui sont dans les propositions contenues à l'intérieur du plan Bayrou. Pour le reste, je refuse catégoriquement la logique qui consiste à penser, et là aussi vous pouvez me siffler, ça ne me dérange pas, je refuse catégoriquement la logique qui consiste à penser que le problème aujourd'hui c'est qu'il y aurait en quelque sorte une horde de travailleuses et de travailleurs qui ne voudraient pas travailler, alors que plein d'emplois vacants seraient disponibles pour eux et qui ne voudraient pas les prendre en charge. C'est la logique intellectuelle qui a conduit à ce qu'on a déjà fait 3 ou 4 réformes de l'assurance chômage et qui sont traduites par le fait qu'il y a des gens qui sont encore plus dans une situation difficile. Aujourd'hui en France, il y a un emploi non pourvu pour 26 personnes qui recherchent un emploi. Donc essayez de faire croire que la difficulté aujourd'hui du chômage, c'est le fait qu'il y a des gens qui ne voudraient pas travailler, ça ne correspond pas à la réalité économique du pays. Si on veut apporter une réponse qui correspond à la réalité économique du pays, il faut avoir des politiques de création d'emplois. Et pour avoir des politiques de création d'emplois, il faut avoir une forme de planification. Il faut considérer que dans un certain nombre de domaines économiques, on a besoin de se développer. Je pense à l'économie de la mer, je pense à la question du numérique, je pense à la transition écologique, évidemment, on en a parlé. Je pense à la question du spatial, par exemple. Là, oui, on a des politiques intelligentes à mettre en place pour faire en sorte qu'on ait des politiques de création d'emplois qui permettent d'augmenter le nombre de personnes qui sont en emploi. Parce que si on augmente le nombre de personnes qui seront en emploi, ben on n'aura plus de problème de financement de notre protection sociale et de notre modèle social. Fabien Roussel. Apolline de Malherbe, je voudrais faire une très brève intervention. Mes chers amis, je commence par vous rapporter une anecdote et ensuite je me permets de vous faire une demande. L'anecdote, je suis intervenu l'an passé à la fête de l'Humanité, je me suis confronté à Sophie Binet et les rares fois où dans l'assistance il y a eu des mouvements d'humeur à mon égard, quand ce n'était pas Sophie Binet elle-même, c'était le médiateur du débat qui a demandé à l'assistance de rester respectueuse. Nos invités nous font l'honneur d'intervenir devant nous. J'en déduis que c'est le dernier applaudissement qu'on entend. Nos invités nous font l'honneur d'intervenir devant nous. Chacun a sa sensibilité, ses convictions. Il n'est pas interdit d'applaudir pour autant. Mais je vous demande, c'est donc ça ma demande, de bien vouloir les respecter. Merci. Merci Patrick Martin. Merci Patrick Martin pour ce message, pour faire respecter les mêmes règles qu'à la fête de l'UMA. Vous êtes encore invité cette année, c'est le 12, 13 et 14 septembre. Je vous invite à y venir et vous y prendrez une bonne dose de bonheur. Le bonheur. Le bonheur commun doit rester un idéal. Et nous considérons, nous, que pour reconstruire cette France des jours heureux, cette France du bonheur commun, oui, le travail doit être mis au cœur du projet de société, au cœur de la reconstruction de la France. J'en ai fait un livre intitulé « Le parti pris du travail », au Cherche Midi, encore accessible dans les librairies tant que vous voulez. Et c'est aussi une adresse à votre égard et à tous les Français. Parce que quand effectivement on parle de la dette, de la crise, du budget, et qu'il nous faut des recettes nouvelles, qu'il nous faut des richesses nouvelles, nous ne produirons pas des richesses sans salariés, sans chefs d'entreprise, sans investissement, sans capitaux et sans investissement public. Nous avons besoin de produire beaucoup plus de richesses et de produire en France, de renouer avec une France des bâtisseurs et de redonner confiance aux travailleurs. C'est la raison pour laquelle, quand je parle du travail, je pense d'abord à celles et ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Vous êtes confrontés à ça vous-même. On est passé, depuis que Emmanuel Macron a été élu président de la République, on est passé de
12% de salariés au SMIC à 17% de salariés au SMIC aujourd'hui. Mais qui peut vivre décemment avec un SMIC dans notre pays tellement il est bas? On l'entend de partout, parce que les factures ont fortement augmenté à côté. Et donc vous l'augmentez encore plus? Comment? Vous voulez l'augmenter? Mais la première chose qu'il faut faire, bien sûr, c'est d'indexer les salaires, tous les salaires sur l'inflation, d'augmenter les salaires et faire en sorte que le travail puisse nous permettre de vivre et de vivre dignement. Pas seulement de réussir à joindre les deux bouts, mais de se sentir heureux, de pouvoir partir en vacances, élever ses enfants, avoir des moments de bonheur et quelque part faire tourner le pays. Quand vous augmentez les salaires dans notre pays, ils vont pas faire de l'évasion fiscale. Ceux qui vont gagner 100, 200, 300 euros de plus, ils vont le dépenser dans l'économie. Et ce que je souhaite, c'est que ce qu'ils dépensent, ça nous fasse tourner l'économie et que justement on produise plus en France ce dont on a besoin. Et donc ça va de pair, et je finis sur le travail, ça va de pair avec la relocalisation de notre industrie, mais vraiment, pas que par des mots, parce qu'ils sont au pouvoir depuis 8 ans. Mais on a toujours continué de délocaliser notre industrie. Et c'est le Parti communiste qui vous le dit. Moi, ça me fend le cœur quand les entreprises, elles partent en Chine. Je demande à ce qu'elles restent en France et qu'on produise en France ce dont on a besoin en France. Produire français, ça doit rester un beau slogan. Et on doit être fier du Made in France. Est-ce que ça doit se faire par des contraintes? Est-ce que ça doit se faire par des interdictions? Ou est-ce que ça doit se faire par des incitations? Par exemple, une contrainte, au lieu de verser 200 milliards d'euros par an d'aide publique, dernière commission d'enquête parlementaire, 211 milliards d'euros. D'aide aux entreprises? D'aide aux entreprises. Eh bien, si seulement ces aides étaient conditionnées à de l'investissement en France et pas versées sans aucune contrepartie derrière, sans engagement écrit. Vous ne voulez pas supprimer ces aides? Vous voulez les conditionner? Non, mais la question c'est d'avancer ensemble. Et donc, ça veut dire que les chefs d'entreprise français qui vous écoutent, vous leur dites, je vous laisse les aides, mais en échange, on fait un deal. Mais la très grande majorité de notre pays, les TPE, les PME, elles ont très peu accès à ces aides en réalité. Et c'est pas elles qui bénéficient du crédit impôt recherche. C'est pas elles qui bénéficient des niches fiscales qui courent à foison. La plupart des PME, elles ont la petite portion des aides publiques. Et donc nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'on accorde une aide aux entreprises en fonction des engagements qu'elles prennent, des engagements sociaux pour le travail, la relocalisation, pour le climat, que ce soit fléché. Enfin, cette commission d'enquête présidée par mon ami Fabien Gay, sénateur communiste, elle était aussi présidée par un sénateur de droite, LR. Tout le monde a dit qu'il y a une opacité totale dans les aides publiques accordées aux entreprises. Et donc, qu'on y mette un peu de clarté et des objectifs. Et l'autre proposition que je formule, c'est que quand je parle d'un pacte d'avenir et de confiance pour la France, c'est que ce qu'il nous faut, ce qu'il vous faut, ce qu'il y a besoin pour notre pays, pour retrouver la France des bâtisseurs, c'est une France qui réinvestit de nouveau. Et c'est pour ça que nous proposons que l'État injecte 500 milliards d'euros d'argent sur 5 ans. 500 milliards d'euros? Oui, maintenant 500. Oui, au lieu de parler de la dette tous les jours et des économies qu'il faut faire et de là où on va couper un bras, couper une jambe et de se regarder les pompes parce qu'on est déprimé, parce que ça va mal, soyons offensifs, conquérants, regardons devant. Les Allemands, ils sortent le bazooka monétaire, 800 milliards d'euros d'investissement sur 5 ans. Donc là, vous sortez 500 milliards d'euros sur la table. Mais l'inflation, l'IRA, anglais, je suis pas fortiche en anglish, mais l'Inflation Reduction Act, l'IRA américain, c'est 1200 milliards de dollars qu'ils investissent dans des infrastructures, dans la relocalisation de leur activité pour préférer les entreprises américaines. Avant que vous puissiez développer vos solutions, quand même sur ce point, non, Apolline, c'est beaucoup d'argent à mettre sur la table. De Malherbe, quand même sur le nucléaire, permettez-moi, s'il y a bien un parti décarboné dans ce pays et pro-nucléaire, c'est le Parti communiste français depuis De Gaulle. Là, pour le coup, de ce point de vue-là, je vais vous dire. Prenez votre micro. Et la différence, Bruno Retailleau qui disait et les gaullistes. Et à la différence, c'est que nous pensons que l'énergie,
l'énergie, c'est un enjeu essentiel, prioritaire pour la France. Et il faut investir massivement. Et il faudra donc augmenter la dépense publique. Ou alors on demande aux patrons de payer. Et vous pourrez continuer. Les 150 milliards d'euros qu'il faut mettre. Nous disons qu'il faut investir et baisser la facture d'électricité. Sur la question de et pour les entreprises et pour les ménages. Sur la question de l'investissement de l'État, on est au cœur quand même de notre question aussi de l'État, les initiatives d'État ou privées. Je voudrais quand même avoir votre réaction à tous les trois sur ce chiffre qui a été avancé. Jordan Bardella, est-ce que c'est précisément peut-être le moment de sortir de l'ambiguïté? Est-ce qu'il faut que l'État, est-ce qu'il faut une politique économique plus étatiste, moins étatiste? Est-ce que vous iriez jusqu'aux 500 milliards là? Moi, je pense qu'il faut que l'État s'occupe de ces domaines régaliens et que la France, dans son ensemble, réapprenne à aimer ceux qui créent, ceux qui innovent, ceux qui prennent des risques. Et qu'on arrête de pointer du doigt le patron, l'entreprise, l'artisan, le commerçant, avec trop de normes, trop d'impôts, trop de taxes. Mais est-ce qu'elle doit investir? J'y viens, bien sûr. En 1945, on a parlé du gaullisme, du communisme. En 1945, la France, elle est à genoux, la France, elle est exsangue. Et 10 ans plus tard, la France, elle est projetée dans les 30 glorieuses. Parce qu'il y avait une vision, parce qu'il y avait un projet, parce qu'il y avait une confiance absolue dans le travailleur et dans le patron, dans l'ouvrier et dans le chef d'entreprise. Et donc, il faut renouer avec cet état d'esprit-là, sinon on ne s'en sortira pas. Et moi, je veux juste dire une chose, c'est que notre pays, aujourd'hui, il a des boulets aux pieds. Financiers, normatifs, fiscaux, sécuritaires. Mais on a tous les atouts pour réussir. Il ne manque pas grand-chose pour faire repartir la machine économique. Il y a une fiscalité sur la production qui est trop haute. Il y a trop de normes. Il y a des règles de concurrence et d'accès au marché public qui ne sont pas adaptées. On a des salaires nets qui sont trop bas et un coût du travail qui est trop haut. Donc il faut évidemment réduire le train de vie de l'État pour redonner de la marge de manœuvre à nos chefs d'entreprise et pour permettre d'augmenter les salaires parce que c'est une nécessité absolue. Nous, on a proposé, parce qu'on est dans un pays où l'épargne est parmi les plus élevées aujourd'hui des économies développées et de l'OCDE. 14% d'épargne, c'est considérable, c'est un des taux les plus élevés au monde. On pourrait mettre en place un fonds souverain, créer un véhicule d'investissement de plusieurs dizaines, voire centaines de milliards d'euros chaque année, garanti par l'État, pour les Français qui le souhaitent, pour faire en sorte que les Français non seulement soient actionnaires de la Maison France, mais qu'ils restent propriétaires de notre pays, et flécher l'investissement, l'épargne des Français, encore une fois pour ceux qui le souhaitent, vers l'intelligence artificielle, vers les start-up, vers la relocalisation, vers la réindustrialisation, vers les grands projets. Il faut qu'on renoue avec la culture des grands projets. Évidemment, les centrales nucléaires, ça a été abordé. Donc, je pense qu'on a tous les atouts pour réussir. Et puisqu'on est ici dans une enceinte sportive, je dirais que la France a peut-être les meilleurs joueurs du monde, mais elle est entraînée par des ânes. Et je pense que quand vous avez les meilleurs joueurs du monde et que vous êtes mal entraîné, mal conseillé avec une mauvaise tactique, eh bien, vous pouvez avoir les meilleurs joueurs du monde. Eh bien, vous perdez systématiquement. Donc, on a tous les atouts pour réussir. Il faut renouer avec l'optimisme français. Sur la question du travail, il faut que la France se remette à épater le monde. Bruno Retailleau. Sur la question du travail, mais plus globalement, j'ai entendu parler du modèle social. Je veux simplement poser un constat. Il y a 25 ans, un Allemand et un Français, c'était le même niveau de vie. PIB par habitant. La différence aujourd'hui, elle est de 7 000 €. Alors qu'on a cessé de dépenser de l'argent public, y compris dans le modèle social. Et il y a quelques semaines, on a appris d'ailleurs que le PIB par habitant, Italie égale France désormais. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans notre modèle. Si on veut reconstruire une prospérité collective qui va nous donner du pouvoir d'achat, parce que ce n'est pas des chèques en bois de l'État, des transferts sociaux, alors qu'on n'a plus les moyens de les donner, c'est au contraire la création de richesses qui va nous permettre d'améliorer le niveau de vie. Comment fait-on? Il y a le frein et il y a l'accélérateur. Et je vais faire des propositions. Le frein, bien sûr, c'est les dépenses de l'État. La fonction publique de l'État, des collectivités hospitalières, mais surtout de l'État, des collectivités. Aujourd'hui, on en est à 5,6 millions de personnes. Par rapport à l'Allemagne, qui a des meilleurs services publics que nous, c'est beaucoup trop. On a fait le choix d'une fonction publique nombreuse et mal payée, qu'on a paupérisé. Or, cette année, à la fin de l'année, en 2025, il y aura 144 fonctionnaires qui arriveront à l'âge de 62 ans. Je propose, dès 2026, de ne pas remplacer tous les fonctionnaires qui partiront à la retraite dans l'administration administrante, et ce sera intéressant en matière de normes. Ça veut dire qu'on gèle? Ça sera 1 million d'euros dès 2026. Il faut être concret. Deuxième, donc, le frein, mais aussi l'accélération
accélérateur. Comment est-ce qu'on crée plus de richesses? Par le travail. D'abord par le travail. Pour 2 tiers des Français, près des 2 tiers des Français aujourd'hui, vous leur donnez une augmentation, eh bien, ils vont donner plus pour cette augmentation que ce qu'ils recevront. Ça n'est pas imaginable. Nous allons proposer ce que j'appelle le seuil zéro charge, c'est-à-dire que on repart de 1607 heures, 35 heures, on ajoute les fameux 2 jours, 16 heures, 1623 heures, et à partir de ce seuil, on pense que les Français ont donné leur dû, leur contribution, et à partir de là, il n'y a plus ni cotisation salariale, ni cotisation patronale, et on fait se rapprocher le brut du net, et c'est 0 dépenses publiques. Deuxième proposition. Tout ce qui est au-dessus. Vous coupez quelles dépenses de la sécurité sociale? Vous coupez quelles dépenses? Sauf CSG, CRD. Non mais vous coupez quelles dépenses de la sécurité sociale? S'il vous plaît. Vous coupez quelles dépenses de la sécurité sociale? Laissez-moi parler, je n'ai interrompu personne tout à l'heure. Vous posez juste une question concrète. Première proposition pour que le travail paye plus à partir d'un certain niveau que j'appelle libératoire. Deuxième proposition, inciter. Bien sûr, il faudrait que le fameux décret Attal sur l'assurance chômage rentre très rapidement pour converger avec les règles européennes sur l'éligibilité, sur le temps de l'indemnisation en fonctionnement. Ce que moi je propose pour rendre le travail plus incitatif que l'assistanat, c'est non pas de créer une allocation sociale unifiée, personne n'y est arrivé. C'est au contraire de créer un compte social unique, il y a un compte fiscal. L'État connaît parfaitement chacun de ses contribuables, il ne connaît que très très peu chacun de ses allocataires. Eh bien, il y aura en miroir de ce compte fiscal un compte social qui regroupera toutes les aides de l'État, bien sûr, des collectivités, et on capera ces aides-là à 70% des revenus de l'assistance pour qu'il y ait un écart suffisant et pour inciter vraiment au travail. C'est un outil antifraude, c'est un outil plus simple pour les allocataires et c'est aussi un outil très incitatif. Voilà ce que je voulais dire très rapidement, mais ça fera la vraie différence et ce sont des vraies propositions concrètes. Vous aviez une question, Manuel Bompard, à Bruno Retailleau. Oui, non, c'était juste une question, puisque évidemment, c'est facile de dire on va faire des politiques qui vont réduire les recettes de la protection sociale, de l'assurance maladie, du modèle social de manière générale. Mais après, si on veut être honnête dans le débat public, on doit dire une fois qu'on a réduit les recettes du modèle social, de l'assurance maladie, du système des retraites, on doit dire quelles sont les dépenses qu'on va réduire. Donc quelle est la proposition sur ce sujet? C'est-à-dire une fois que vous avez augmenté encore les dispositifs d'exonération de cotisation et donc il y aura moins d'argent pour venir financer le modèle social, vous devez nous dire est-ce que c'est dans la santé, est-ce que c'est dans les retraites que vous allez aller couper pour qu'à la fin ça coûte moins cher, sinon vous créez du déficit de la sécurité sociale. Parce qu'on vous a pas entendu, Gabriel Attal. Je ferai dans quelques jours un point très précis sur les économies que nous allons proposer dans le plan du Premier ministre et je ferai aussi les propositions que je détaillerai. Simplement, ce que je veux dire, c'est que nous serons largement gagnants et l'économie, c'est pas un fromage qu'on découpe, il faut créer de la richesse. Et c'est ce qui permet précisément d'avoir de l'emploi, d'avoir du niveau de vie, d'avoir du pouvoir d'achat. C'est quelque chose qui, pour moi, est absolument fondamental. Et c'est comme ça que nous relèverons la France. Moi, je ne tiens pas de discours catastrophiste. Quand on voit l'Espagne, le Portugal, la Grèce même, l'Irlande, avec quelques très bonnes décisions politiques, en quelques années, un pays se relève. Avec les entrepreneurs que nous avons en France, on voit ce qu'ils font alors qu'ils ont des semelles de plomb. Croyez-moi, il faut très peu de choses pour déverrouiller les choses. Et regardez tous ces pays que j'ai cités. Aucun n'a choisi l'économie administrée. Tous ont choisi la liberté. Tous ont choisi de faire confiance aux hommes et aux femmes qui créent de l'emploi, qui créent des entreprises et qui sont des chefs d'entreprise. Monsieur Retailleau, je ne veux pas vous couper la parole, mais ce qu'il y a dans le plan, c'est connu. Pardon, en 2 secondes. Ce qu'il y a dans le plan, c'est connu. C'est la réduction du remboursement des médicaments, augmentation de la franchise médicale, réduction des prises en charge pour les maladies chroniques. C'est ça les économies que vous proposez. Moi, j'ai une proposition pour baisser les dépenses de santé, mais je vais dire à la fin, comme ça vous êtes obligé de tout écouter. Déjà, je ne crois pas, Monsieur Retailleau, dans la fable. En fait, il suffit de créer de la richesse. Non. Moi, je ne crois pas dans la fable du ruissellement. Et ça fait
dizaines, voire même plus que ça, d'années qu'on nous sert. Si les riches sont plus riches, ça ruisselle. Le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure sur les riches qui sont certes plus riches, mais les pauvres qui n'ont jamais été aussi pauvres, sur vos propositions montre sur le travail. que ça ne marche pas. Sur mes propositions sur le travail, premièrement, ça a été dit tout à l'heure, et vous savez, je l'ai lu aussi dans le Figaro à propos de vos rencontres. Tout le monde voit bien que ce qui a tiré la croissance depuis depuis la dissolution, c'est la consommation. Et donc pour ceux qui ont les yeux rivés sur l'indicateur de la croissance, vous voyez bien que c'est la consommation qui la tient debout malgré tout aujourd'hui, et que du coup on voit bien que l'argent qui est mis en augmentant les salaires, lui il ruisselle. Lui, il ruisselle et il bénéficie à toute l'économie. Vous dire aussi qu'on ne peut pas avoir de réflexion sur le travail sans penser à ce monde qui change et au climat qui devient de plus en plus invivable, et qu'il va falloir aussi qu'on se mette autour d'une table pour travailler des conditions de travail dans ce monde qui change, dans des secteurs comme le BTP où on atteint maintenant l'été parfois des températures où on ne peut plus travailler en réalité. Donc comment on prend ça en charge pour les entreprises, pour les travailleurs? C'est un sujet que les écologistes vous proposent de travailler. Le temps de travail aussi, on n'est pas d'accord là-dessus, mais je le dis quand même. J'ai retrouvé d'ailleurs des caricatures de l'époque du Front Populaire où les affiches contre le Front Populaire montraient un travailleur complètement écrasé par une roue et c'était écrit misère, chômage, etc. Et le grand coupable, c'était écrit sur la roue, c'était la semaine de 40 heures qui vraiment allait tuer tout le monde dans le pays. Bon, finalement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça paraît... Je pense que le travail aujourd'hui, il faut plus le partager, et le chiffre a été donné tout à l'heure. Enfin moi, en gros, je pense pas qu'il faut supprimer les jours fériés. D'ailleurs, ça a été, je pense, même les chefs d'entreprise ont été un peu effarés par cette proposition. Sur le nombre d'heures par semaine. Et sur le nombre de, je dis juste que sur le nombre d'heures par semaine, quand on est passé à la semaine de 40 heures, le patronat de l'époque disait oui, mais oh là là, 40 heures, c'est pas possible. Oui, moi je pense qu'on doit distribuer mieux le travail, puisque les chiffres sont clairs. Dernier trimestre 2024, 2,9 millions de chômeurs catégorie A, c'est-à-dire les chômeurs qui sont entièrement au chômage, 5,2 millions de chômeurs en comptant le chômage partiel, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est parce que je finis ma phrase. Et donc, quand il y a 5,2 millions de chômeurs et 480 000 emplois vacants, 420 000 emplois vacants, et que d'ailleurs la solution de M. Attal, c'est de dire ah bah s'il y a des emplois vacants, il faut radier plus de gens, il faut rigidifier l'assurance chômage. Enfin, vous voyez bien qu'il y a quand même une grosse part de chômage frictionnel et que 35 heures, 30 heures, 32 heures. Mais ça dépend des secteurs. C'est un sujet qu'il faut discuter en tout cas. Et là, on ne le discute plus alors qu'il y a beaucoup trop de chômage par rapport au nombre d'emplois vacants. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que j'entends Monsieur Retailleau avec ses lois sur l'immigration. On n'a jamais, tous les ans, je pense, depuis 1945, il y a une loi sur l'immigration. C'est le sujet sur lequel on légifère le plus. Mais moi, j'ai lu le rapport du MEDEF qui dit que d'ici 2050, l'économie française aura besoin de 3,6 millions de travailleurs étrangers. Et au rythme où Monsieur Retailleau mène ses politiques xénophobes, je ne sais pas comment nous ferons. Et ce que je voulais finir par vous dire, c'est la répartition aussi des richesses. On peut créer des richesses, mais comment on les répartit? Et moi, je le dis, il y a des rentes de situation dans ce pays. Et le coût de l'immigration, Madame Tondelier? On parlait, je finis par là, vous pourrez me répondre après, il n'y a pas de problème. Sur, je vais aborder un sujet qui est difficile, c'est celui des traitements anticancéreux. Parce qu'il y a un chantage qui se joue qui n'est pas acceptable. Déjà parce qu'il y a de plus en plus de cancers et vous devinez les raisons pour lesquelles il y en a de plus en plus et l'environnement n'est jamais très loin. Mais il y a aussi des traitements anticancéreux qui coûtent de plus en plus cher. Pourquoi? Parce que des entreprises pharmaceutiques, pas forcément françaises, se sont dit tiens, rente de situation. Il y a des systèmes de sécurité sociale dans certains pays et des mutuelles qui vont toujours faire en sorte que qu'en fait ça suive. Et donc quand je vois des traitements comme le Keytruda qui coûte 72 000 € par an. Quand je vois des anticancéreux dont le prix augmente, pas parce que les coûts de production augmentent ou que la recherche-développement augmente, non, juste parce qu'ils se disent, tiens, c'est possible, on va augmenter le prix et la sécurité sociale et les mutuelles suivront. Eh ben, j'ai un problème et je veux qu'on puisse adresser ça parce qu'à la fin, les anticancéreux, c'est 22 milliards par an, c'est-à-dire 12% de nos dépenses de santé. Vous voulez faire des économies dans la santé? Négociez aussi avec ces entreprises-là. Alors, si on peut... Gabriel Attal, Bruno Retailleau. On arrive à la fin, donc sur le travail bien sûr, mais je voudrais ensuite que vous puissiez chacun dire un mot. C'est un débat intéressant et la période appelle à ce qu'on se parle et à ce qu'on regarde quelles sont, même si parfois elles sont minimes, nos convergences. Donc ce débat, il est important. Je regrette d'ailleurs que certains partis ne soient pas présents dans ce débat, même si on est déjà nombreux. On va préciser exactement les choses, mais je parle sous le contrôle du MEDEF qui l'a organisé. Il y a deux autres chefs de parti qui avaient été invités. Il y a d'un côté Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste. Il est à Blois pour ces journées. Et il y a Édouard Philippe, c'est peut-être à lui que vous pensez. Non, pas du tout. Le patron d'Horizon qui a dit que c'était pas possible pour lui d'être là aujourd'hui. Je précise que les deux ont été invités. C'est pour dire à Apolline de Malherbe qu'on aura besoin de se parler tous
si on veut pouvoir donner un budget à la France d'ici à la fin de l'année. Donc je vais essayer de chercher. Mais on pourra prolonger ce débat. Je vais essayer de chercher les convergences que je vois. Et je vais peut-être vous surprendre. Je suis d'accord avec Fabien Roussel qui dit que le bonheur doit être un objectif politique. Je l'ai déjà dit, je le crois profondément, et que le travail, c'est quand même central pour le bonheur dans une société. Parce que quand on travaille, on s'accomplit, on peut développer ses projets, sa famille, etc. Mais ce qui mine le bonheur et ce qui mine le travail, c'est pas un SMIC qui est trop haut. Le SMIC en France, il est plus haut que chez la plupart de nos voisins. C'est le fait que les gens restent tankés au SMIC pendant quasiment toute leur vie pour certains, parce que pour un chef d'entreprise, augmenter un salarié au SMIC de 100 €, ça lui coûte 400 €, parce que les charges sont trop élevées. Donc quand vous dites que vous voulez augmenter les charges qui pèsent sur le travail, au contraire, vous n'allez pas permettre l'augmentation des salaires. Et c'est pas l'augmentation imposée du SMIC qui permettra d'augmenter les salaires. Il y aura tout simplement moins de gens qui travailleront, et travailler, ça doit rester l'objectif pour tous. Je rejoins Jordan Bardella sur un point, quand il dit qu'on a énormément de talents et d'atouts en France. Et je le crois profondément. Et on fait partie d'une génération qui a vu des géants naître de l'autre côté de l'Atlantique, alors même qu'on avait des talents en France qui ont développé des projets. On a vu en France qu'il y a des Français qui ont inventé Dailymotion au moment où YouTube est né aux États-Unis. On a vu en France qu'il y a des Français qui ont pensé à Viadeo au moment où LinkedIn est né aux États-Unis. On a vu en France qu'il y a Arcos qui a créé le premier baladeur MP3 avant que l'iPod d'Apple soit créé. On a vu en France qu'il y a des Français qui ont pensé à chauffeur privé à peu près au même moment qu'Uber. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu en faire tous des géants? Parce qu'on manque de capitaux en France et en Europe. Et donc la solution, c'est pas moins d'Europe. La solution, c'est d'avoir une vraie union des marchés de capitaux en Europe qui est urgente. La solution, c'est pas la retraite à 60 ans. La solution, c'est enfin assumer le débat de la capitalisation dans nos retraites pour avoir des fonds d'épargne disponibles, pour investir dans l'innovation pour nos entreprises, pour innover, pour créer les géants de l'intelligence artificielle demain. Mistral, ça peut être un des géants de l'intelligence artificielle dans le monde. Et on peut avoir des géants qui naissent en France, qui tireront aussi notre économie, qui nous feront gagner en productivité, qui permettront aussi aux salaires d'augmenter. On n'y arrivera pas en passant à la retraite à 60 ans, en restant dans ce système étatiste. On n'y arrivera pas en imposant à l'Europe des boulets qui l'empêchent de faire circuler les capitaux et l'épargne privée pour investir pour nos entreprises. Donc on voit que sur les objectifs, sur le constat, le diagnostic, on peut avoir des consensus et c'est important si on veut pouvoir avancer. Bâtissons tous ensemble des solutions pour le pays parce que c'est urgent. Je ne veux pas que notre génération soit celle qui voit l'Europe devenir une colonie américaine ou chinoise pour les sujets technologiques. Je ne veux pas que notre génération voit à nouveau l'industrie quitter l'Europe. Et Bruno Retailleau puisse vous répondre sur ce point et ensuite que vous puissiez chacun rapidement donner une forme de conclusion justement sur votre capacité ou non à voir des passerelles. Peut-être même si la situation, alors vous n'êtes pas tous d'accord sur le niveau de drame que l'on traverse aujourd'hui en France, mais est-ce qu'il ne faut pas une forme d'union sacrée? Est-ce que certaines passerelles ont pu être dessinées aujourd'hui? Un dernier mot là-dessus sur un dernier mot sur Bruno Retailleau, bien sûr, la seule façon de créer un fonds souverain sans créer de la monnaie de singe, c'est la retraite par capitalisation. La difficulté, c'est la transition. Dans quelques semaines, nous ferons, mon parti politique, ma famille politique, des propositions justement pour installer un troisième étage de la retraite par capitalisation, parce que la retraite par répartition, il faut la garder, mais les conditions démographiques, demain, exigent que nous passions à un étage de capitalisation. Je veux enfin répondre à Marine Tondelier et m'expliquer devant les chefs d'entreprise sur la position que j'ai comme ministre de l'Intérieur vis-à-vis des travailleurs étrangers. Vous avez aujourd'hui, au chômage, au moment où je vous parle, 420 000 étrangers en situation régulières qui sont au chômage. Moi, je préfère, et c'est les consignes que j'ai demandées dans chaque région, dans chaque département au préfet, je préfère qu'on qualifie ces hommes et ces femmes qui n'ont pas triché pour venir chez nous, plutôt qu'on régularise des clandestins. Je ne veux pas que demain, il soit plus facile, en trichant avec nos règles, d'accéder au travail, alors que certains attendent des visas, jouent le jeu de nos règles, de nos lois. Je pense que c'est eux qu'il faut favoriser avant de favoriser le travail clandestin. Voilà. Jordan Bardella. Sur la retraite par capitalisation, moi je vais vous dire, j'ai pas de tabou. Mais venir parler de retraite par capitalisation devant des chefs d'entreprise, c'est aussi assumer devant eux que c'est des cotisations supplémentaires. Ou alors que c'est de l'argent qui va en moins vers le régime général. Et donc, lorsque vous aurez trouvé un plan de transition
vers le régime par capitalisation, alors il faudra le présenter parce que, en toute humilité, sans avoir de tabou, la transition n'est pas simple. Et pour l'instant, de tous ceux qui parlent de retraite par capitalisation, encore une fois, moi j'ai pas de tabou parce que je pense que dans un pays qui a un taux d'épargne très important, il faut qu'on réfléchisse à la façon, monsieur Attal, non pas de flécher ces capitaux vers l'Union européenne, mais de les flécher vers les entreprises françaises. On pourrait continuer à débattre très longtemps et je pense que pardon, j'en viens juste on arrive au bout. Sur des lignes qui sont, me semble-t-il, il y a des passerelles qui ont été naturellement évoquées sur le fait que la France avait des atouts. On a parlé de l'énergie nucléaire. Le fait de pouvoir bénéficier d'un prix français de l'électricité, ça me semble indispensable. Mais il y a aussi deux modèles de société qui s'affrontent. Mon modèle de société, c'est pas le droit à la paresse. Je pense que la France, elle s'est construite sur l'idée du travail. Et donc si demain on veut remettre le pays sur les rails, si demain on veut relancer l'activité économique, alors il faut effectivement plus de liberté pour nos chefs d'entreprise, mais il faut aussi faire confiance à ceux qui travaillent. Et notre modèle social ne pourra pas être stable à l'avenir s'il est ouvert à la terre entière. Et donc quand on cherche des économies, moi je vais vous dire, ça me fait un petit peu mal, parce que quand on accueille 500 000 personnes chaque année dans notre pays, des visas de travail c'est 50 000. Il y en a 450 000 autres qui rentrent dans notre pays. Que font-ils et qui payent? Je voudrais que vous puissiez arriver à la conclusion. Simplement parce que vous avez parlé de paresse et de travail, quand vous dites que vous voulez favoriser le travail. Vous vous opposez à ce que Bruno Retailleau appelait le décret Attal, qui est la réforme de l'assurance chômage que j'avais construite avec Catherine Vautrin quand j'étais Premier ministre, qui a été interrompue par la dissolution, qui est disponible, qui permet d'aligner les règles de l'assurance chômage française sur la moyenne des pays européens pour, c'est vrai, inciter davantage à l'activité. Vous vous opposez à cette réforme. En tout cas, vous vous y opposiez encore il y a 2 semaines. Est-ce que, quand vous dites il faut inciter au travail, à l'activité, vous nous dites que vous avez changé d'avis et que finalement vous soutenez cette réforme de l'assurance chômage? Ou est-ce que vous gardez votre position sur la réforme de l'assurance chômage? Un dernier mot. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas totalement cohérent. Non, votre réforme, elle fragilise surtout les cadres. Et moi, je pense que le problème dans notre pays, et l'un des indicateurs dont personne n'a parlé aujourd'hui, c'est que la productivité de l'économie française, entre 2017 et 2025, elle stagne. Et le sujet essentiel, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui, en quantité, travaillent dans notre pays. Il est anormal qu'alors que le premier emploi stable soit de 27 ans en Allemagne, qu'il soit de 23 ans en France. Il faut pousser les jeunes plus tôt sur le marché du travail. Il faut mettre en place le collège modulaire. C'est une erreur que de considérer que toute une classe d'âge, que toute une génération donc sur la réforme de l'assurance chômage doit être poussée vers des bacs plus 5 à l'université. Parce que la réponse aussi aux besoins de main-d'œuvre de nos entreprises, c'est de faire ce qui se fait en Allemagne ou en Suisse, c'est de mieux orienter plus tôt, plus jeunes, et de revaloriser les métiers manuels. C'est véritablement le débat déjà politique avec ces 6 chefs de parti. Je voudrais quand même, en conclusion, que chacun, et au fond vous avez commencé à l'évoquer, Gabriel Attal, à l'instant, vous disiez ce type de débat, et c'est effectivement totalement inédit de vous avoir vu et de vous avoir entendu débattre. Est-ce que vous vous dites, nous pourrions, sur certains points, dans le contexte de crise démocratique et économique que nous traversons, à l'issue de cet échange, travailler ensemble sur certains points? Et je voudrais que ce soit votre mot de conclusion à chacun. Manuel Bompard. Mais Apolline de Malherbe, la démocratie parlementaire, ça existe normalement dans notre pays si on ne fait pas passer tous les budgets par 49.3. Et donc il est évident que parfois il y a des amendements qui peuvent être déposés par les uns et soutenus par d'autres et qui deviennent majoritaires. Il n'y a pas besoin d'inventer le fait que les formations politiques devraient travailler ensemble en dehors de l'endroit où s'exprime la souveraineté populaire, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Donc s'il y a des sujets qui sont des sujets qui regroupent différentes personnes ici, eh ben ils le travaillent ensemble à l'Assemblée nationale. Mais là, la question qui nous est posée aujourd'hui est la question de savoir si oui ou non il est possible, autour des propositions qui ont été faites par le Premier ministre François Bayrou, de mettre en œuvre ce budget dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et en gros, est-ce qu'il est possible que des personnes, des formations politiques qui ont exprimé leur opposition changent d'avis? Je vous le dis sincèrement, à la lumière de ce que j'ai entendu dans le débat aujourd'hui, je pense qu'il y a 2 logiques économiques différentes qui s'affrontent. C'est la dignité du débat public, et que moi, il me semble que si on veut ramener une situation de stabilité, je m'arrêterai là, et une situation y compris de prévisibilité pour tout le monde, on a besoin que cette question-là soit tranchée. Politique de l'offre, relance économique et sociale. Et en démocratie, c'est aux Françaises et aux Français de trancher, c'est le peuple. Et je terminerai par une petite plaisanterie. J'ai vu un sondage il y a quelques jours qui disait que 77% des chefs d'entreprise étaient pour la démission du président de la République. Ils ont au moins un point commun avec la France insoumise. Fabien Roussel, un mot. Mais bien sûr, il faut se dire que nous avons besoin de dialoguer, de travailler ensemble et de trouver des solutions à la crise dans laquelle nous sommes.
et personne ne peut dire c'est moi le Premier ministre et ce sera mon programme, rien que mon programme et tout mon programme, ni dire c'est moi ou le chaos, parce que ça, c'est conduire la France à l'impasse. Donc nous devons avoir l'esprit ouvert, la volonté de dialogue entre nous et de trouver les moyens d'avancer ensemble. Mais sans continuer les politiques qui se mènent depuis plusieurs années et qui nous conduisent dans l'impasse. Et on a été plusieurs à faire ce constat-là. Donc, changeons de politique et construisons une nouvelle politique. Il n'y a pas de majorité absolue pour aucune force politique, pour aucun camp politique. Donc, nous devons renouer avec une culture de dialogue et de la construction commune. Et c'est, je crois, ce qu'on a fait ce soir. Oui, c'est ce qu'on a fait ensemble, mais il faut le faire sincèrement. Et quand j'entends le président, le Premier ministre, ou quand j'entends ici les anciens Premiers ministres ou ministres, on a l'impression que c'est eux qui détiennent la clé, c'est eux qui disent qu'il faut continuer dans cette voie-là, alors qu'ils sont aux commandes déjà depuis de plusieurs années. Donc il faut que chacun accepte. On a dit qu'on ne tournait pas vers le passé, mais plutôt vers l'avenir. Il faut que chacun accepte de faire un pas l'un vers l'autre et puis d'apporter une grande ambition pour notre pays. On ne réenchantera pas la France en faisant des économies et des politiques d'austérité. Mais vous êtes tous d'accord pour réenchanter la France, je crois. Marine Tondelier. Le bonheur, c'est assez consensuel, normalement. Écoutez, moi j'ai une conclusion qui va peut-être heurter certains d'entre vous, mais je vais la faire quand même. En commençant par vous dire que ma ligne politique, c'est l'écologie, mais que ma ligne stratégique, c'est l'antifascisme. Et que tout le monde sait, je pense aujourd'hui, à quel point j'ai pu m'engager sur le sujet et je continuerai à le faire. Si je dis ça, c'est qu'il y a une bascule fasciste aujourd'hui, non pas qui menace, mais qui est en cours au niveau mondial. Que de grandes démocraties qu'on pensait à l'abri ou même vaccinées comme les États-Unis sont tombées. Et que j'ai l'impression d'être face à un jeu de dominos qui s'entraîne dans la chute les uns des autres. Et je le dis assez solennellement devant vous, l'un des prochains dominos qui peut tomber, c'est la France. Et que vous avez ici, comme chacun des concitoyens de ce pays, une responsabilité immense en la matière. Parce que, je le dis, le macronisme, c'est fini. On voit, on est dans une impasse et on ne peut pas aller en marche. Quand on est dans un impasse face à un mur, il faut faire Mais on a même l'impression que ce soir, c'était le début de ce qui s'écrit pour la suite. Et donc, ce que je vais vous dire, c'est que le Rassemblement national, c'est facile, je les pratique à Hénin-Beaumont. C'est une boule à facettes. Alors, ils envoient toujours le rayon de lumière à qui ils ont avec le résultat qu'on connaît. Devant vous, c'est l'ami des patrons. Et puis, devant moi, Hénin-Beaumont, ce qu'ils disent aux ouvriers du Pas-de-Calais, c'est l'inverse. Donc, à un moment, ça boucle pas votre truc. C'est ce qu'on appelle du populisme. Et il y a une alternative possible. Et ça, je le dis à mes collègues qui sont là et ceux qui sont pas là. C'est à nous de la construire. Et moi, je propose qu'on la construise avec vous. Parce que ce qui se prépare là, c'est de notre responsabilité. Et je le dis quand même, moi, j'ai lu Johan Chapoutot sur les irresponsables. Je rappelle de manière assez solennelle qu'en 1930, en France, on entendait le slogan plutôt Hitler que le Front populaire. Qu'en Allemagne, Johan Chapoutot, historien, l'a montré, certaines élites, pas tout le monde, mais certaines élites journalistiques, économiques, politiques, ont préféré, quelque part, faciliter l'accès au pouvoir de l'extrême droite parce qu'ils avaient trop peur des avancées sociales. Et je le dis, ils ont rapidement regretté quand ils ont vu ce que ça produisait. Mais je parle quand même de quelque chose d'important, c'est qu'on est un peu dans un contexte pré-années 30 et tout le monde le voit bien. Et donc, en tant qu'écologiste, moi je vous le dis, on n'est pas d'accord sur tout, on a même beaucoup de convergences à construire, mais la ligne c'est l'antifasciste et on va avoir besoin de tout le monde dans ce bateau-là. Et donc je vous le dis solennellement, disponible pour travailler, pour construire une alternative non fasciste. C'est évidemment Jordan Bardella, vous qui devriez répondre, mais je voudrais quand même qu'on respecte l'ordre. Je vois quand même une phrase que j'aime beaucoup derrière moi, la victoire appartient aux plus opiniâtres, et chez les écologistes, l'opiniâtreté, ça nous connaît. Jordan Bardella, je vous invite évidemment à répondre puisque c'est... Écoutez, je vais répondre moi à votre question, ça me paraît plus pertinent. J'appartiens à un groupe politique qui est à l'Assemblée nationale et le groupe qui vote le plus des textes qui ne viennent pas de son propre mouvement politique. Moi j'ai le sectarisme en détestation et peut-être pour une raison simple, c'est que ces 20 à 30 dernières années, mon mouvement politique n'a fait que le subir. Ce n'est pas parce que M. Roussel fait des louanges au nucléaire que je vais m'y opposer au motif que M. Roussel le dise. Pas parce que M. Retailleau fait des constats que je partage sur l'immigration que je vais vous dire que j'y suis opposé parce que c'est M. Retailleau. Donc, il doit y avoir ces consensus qui peuvent se faire. Mais dans l'état actuel de la situation, moi je veux juste dire qu'on ne fera pas la France de demain avec ceux qui ont échoué hier. Et de la même manière qu'on est aujourd'hui devant des chefs d'entreprise, il faut que la classe politique et que la nouvelle génération qui va gouverner la France demain et après-demain
se mettre à entendre ce que veulent les Français et avoir l'humilité de se dire aussi quand on fait de la politique qu'on ne connaît pas mieux qu'un chef d'entreprise comment fonctionne sa boîte, comment ça doit fonctionner dans sa boîte. Et donc on a besoin que l'orientation, que la vision, que le cap qui soit tracé reflète ce que souhaite aujourd'hui une majorité de Français. Et je veux juste dire que tant qu'on fera des accords politiciens au second tour, qui ne servent à rien sinon à bloquer le pays, juste pour empêcher un mouvement politique d'arriver au pouvoir, alors on désespérera les Français. Bruno Retailleau et Gabriel Attal. Jordan Bardella, je pense que le moment des grands choix, de la rupture, ce sera 2027. Là, on arrive sur le mur. Dans quelques jours, il y aura une question du Premier ministre. Je ne suis pas aligné avec tous ces choix, évidemment. Mais cette question, elle est de savoir si on partage la dangerosité de la situation. Un diagnostic. La France peut-elle, perpétuellement, quand elle dépense 1,50 €, recevoir seulement 1 € de recettes? On est au bout du bout. Vous savez, quand chaque mercredi, je siège au Conseil des ministres, mon regard fait le tour de la table. Je vois des femmes, des hommes qui n'ont pas les mêmes parcours, pas la même sensibilité. Pourtant, je suis à la même table. Je suis à la même table, non pas parce que nous avons les mêmes convictions, mais parce que nous aimons la France et que nous devons assurer un minimum de stabilité aux entrepreneurs, aux Françaises et aux Français. Je pense que le temps de la rupture devra venir. Je suis, moi, vendéen, je le suis profondément et j'ai grandi dans un département, je voyais un drapeau, c'est pour ça que je salue les chefs d'entreprise qui me faisaient signe il y a quelques instants. J'ai grandi dans un milieu où dans chaque commune, quasiment, vous avez une entreprise commerciale, agricole, artisanale, industrielle. Et c'est en grandissant auprès de ces chefs d'entreprise qui m'ont appris que les succès économiques, c'est pas des succès d'abord matériels. Ça vient des valeurs qu'on partage, le sens de l'effort, le respect pour les autres, le sens de l'équipe, le goût pour l'esprit d'entreprise. C'est ça qu'il faut que demain on apprenne à nos jeunes. Mais aujourd'hui, on leur doit un minimum de stabilité, un minimum de responsabilité. J'aimerais tant faire plus au ministère de l'Intérieur. J'aurais aimé être ministre de l'Intérieur d'un gouvernement avec une vraie majorité pour faire passer des lois qui soient des ruptures. Mais je suis bridé, je pense que dans chaque génération, il faut qu'il y ait des moments qui exigent une prise de hauteur. Nous y sommes et j'espère que nos oppositions seront à la hauteur de cet instant qui sera à la fois important, mais qui sera pour toute la France décisif pour son avenir. Merci. Gabriel Attal. Je vous remercie. Je vous remercie pour l'organisation de ce débat, pour l'animation. Remercie celles et ceux qui nous ont écoutés parce que c'est un débat qui est majeur. Moi, je le redis ici, on a besoin de débat. On en a besoin pour 2027, ça a été dit par plusieurs. Il faudra une réinvention, évidemment. Il faudra une rupture parce que le monde a changé. 2022, pendant la campagne présidentielle, ChatGPT n'existait pas encore. On n'avait pas la même démographie en 2017 que ce qu'on a aujourd'hui au niveau international. Tout est en train de changer autour de nous. La guerre commerciale, le dérèglement qui s'accélère, etc. Il faudra cette rupture et ce changement majeur. Et on a commencé à esquisser un certain nombre de propositions. Maintenant, je l'ai dit, l'enjeu de court terme, c'est que la France ait un budget avant le 31 décembre. L'Assemblée nationale qu'on a aujourd'hui en France, elle est inédite dans l'histoire de France. Elle n'est pas du tout inédite dans l'Europe aujourd'hui. Quasiment tous nos voisins européens, ils ont grosso modo le même parlement avec le même éclatement de forces politiques, mais ils arrivent à se parler même quand ils ont fait des campagnes les uns contre les autres pour essayer de bâtir des consensus. Je crois que c'est ce qu'on doit essayer de faire et donc je terminerai avec deux invitations. Une première invitation, c'est effectivement, je crois qu'il ne faut pas faire tomber le gouvernement de François Bayrou, quoi qu'on pense du budget, et j'ai eu l'occasion de dire que sur les jours fériés par exemple, j'étais également défavorable avec mon groupe, mais pour qu'on puisse y travailler, encore faut-il qu'il y ait des interlocuteurs. C'est la première invitation que je lance à nos voisins. Et la deuxième invitation, c'est revoyons-nous dans ce format, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, parce qu'il faudra un budget pour le pays. C'est pas normal. Enfin, c'est très bien pour le MEDEF. C'est très bien pour le MEDEF que ce soit à l'initiative du MEDEF qu'on se retrouve autour d'une table pour parler de tout ça. Mais voyons-nous sans forcément être invités par d'autres, simplement parce que nous avons la France en partage et la responsabilité de nous parler pour lui donner un budget pour le pays, pour nos entreprises et pour notre économie. Merci.
Évidemment à Patrick Martin et au MEDEF. Et merci à chacun de vous 6. C'est une fierté et un honneur d'avoir pu animer ce débat avec vous et vous entendre dialoguer. Et effectivement, je ne peux que reprendre ce mot. Revoyons-nous et continuez. Nous en serons journalistes extrêmement honorés aussi. Merci à vous. Merci Apolline de Malherbe. Merci mesdames et messieurs.